Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette première partie des vidéos de fin d'année 2025 et donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année puisque pour une fois ces vidéos sortent à la fin de l'année ou sortir au début de l'année suivante, voire en février de l'année suivante. J'ai eu un petit regain d'activité là dernièrement ces dernières semaines, ce dernier mois même je peux dire, je me suis remis à bosser beaucoup plus efficacement qu'avant et du coup ça se transcrit en, voilà, c'est enfin ces vidéos sortent à peu près quand elles doivent sortir, donc voilà, j'espère que vous serez contents de voir ces vidéos apparaître maintenant. On va pouvoir revenir sur cette année 2025 donc, je vous préviens un peu à l'avance, je ne sais pas combien de temps ce projecteur va tenir. Il m'a fait des trucs bizarres, si je branche uniquement l'adaptateur électrique, ça clignote. Si je ne mets que les piles, ça démarre avec une bonne intensité et petit à petit la luminosité baisse et il n'arrive à fonctionner que si je mets les deux, le chargeur, enfin l'adaptateur secteur et les piles en même temps. C'est une espèce de Frankenstein étrange, je sais pas combien de temps il va tenir, je crois qu'il va falloir que j'en change au cours de l'année. Pour ceux qui ne le savent pas donc, cette vidéo de bilan, ça consiste à faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant l'année cinéma en général, un petit bilan de ce qui s'est passé sur l'année pour la chaîne, et ensuite un petit aperçu de ce qui va arriver l'année prochaine en 2026. Et on va pouvoir commencer par ça, peut-être avec le bilan de l'année cinéma, on fera ensuite l'année pour la chaîne. J'espère que l'année prochaine va être un peu meilleure. Elle s'annonce un petit peu meilleure, je vous l'avoue, mais j'espère que ça va être un peu meilleur parce que cette année 2025 était une catastrophe. Alors, faut déjà tout de suite faire une petite précision. Pour les chieurs, que j'appelle aussi les cinéphiles avec un C majuscule, évidemment, je ne parle pas des plus petits films. Tous les ans, il y a des plus petits films qui sortent, et le public des plus petits films aime généralement les plus petits films qui sortent dans l'année. C'est pas ça la question. La question, c'est les films qui sont grand public, qui doivent attirer le plus de monde possible en salle, et la fréquentation des salles en 2025 est en chute par rapport aux années précédentes, une des pires années d'ailleurs, notamment au niveau d'Hollywood. Donc c'est là-dessus qu'on se concentre, c'est effectivement l'année de gros films, de films grand public, ou en tout cas qui attirent ou qui intéressent le grand public, parce que parfois on peut avoir des succès avec des films plus auteurs dans le grand public, mais pour les films qui attirent le grand public, ça a été une année absolument catastrophique, remplie de gadins intersidéraux du genre Blanche-Neige de Disney, et de films beaucoup plus moyens et bof. Et en fait, c'est ça le truc véritablement, c'est que beaucoup des films qui sont sortis étaient extrêmement moyens et bof. En ce qui me concerne, je ne garde pas un souvenir extraordinaire de 28 ans plus tard. Je sais qu'il a plu à certains, tant mieux pour vous. Je trouve qu'il allait un peu dans tous les sens. Il y a des trucs au niveau du discours qui sont un peu particuliers, genre il y a toute une allusion qui va être utilisée plutôt dans le deuxième film d'ailleurs, qui sortira cette année 2026, qui est très centré autour de l'Angleterre, toute une histoire autour d'un ancien animateur d'émissions pour enfants, je peux pas vous le dire comme ça, mais allez vous renseigner pour voir, par rapport au personnage qui arrive à la fin, qui est joué par Jack O'Connell. Et tout le propos, en règle générale, du scénario d'Alex Garland, que je trouve être un mauvais scénariste et qui le prouve à mon sens de plus en plus chaque année, et à chaque nouveau film, était à mon sens un peu débile et pas très pertinent. Mais bon, on a eu aussi toute la vague des blockbusters de l'été, grosso modo on en a eu que 3, cela dit, cet été. On a eu le Superman de James Gunn, que je considère comme un des pires Superman qui ait jamais été réalisé, en termes notamment de thématique et de traitement du personnage. En soi, le film est pas catastrophique, il est divertissant, il marche très bien, et d'ailleurs je l'ai dit dans ma vidéo. Mais en termes de traitement de Superman, je considère que c'est un des pires, on y reviendra d'ailleurs, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles je veux revenir par rapport à l'histoire de la chaîne. On a eu Les 4 Fantastiques, qui a été très moyen également, qui a un peu parlé à certaines personnes, mais c'était pas non plus une liesse populaire autour de ce film. Et puis on avait commencé l'été, et d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça, avec le Jurassic World Rebirth de Gareth Edwards, qui propose des scènes très intéressantes, notamment les scènes qui sont dans l'eau, mais qui pour le reste est, il faut l'avouer, assez moyen et passe-partout. Notamment pour la promesse des dinosaures hybrides, qui avaient été teasés dans les bandes annonces, et qu'au final on en a eu quelques-uns, mais c'était pas non plus extraordinaire, notamment pour le fameux D-Rex, dont ils ont beaucoup parlé pendant la bande annonce. Donc voilà, c'est vrai que des films grosso modo assez décevants tout de même. C'était notamment une très mauvaise année pour les films de comics, en dehors de Superman, qui est celui qui s'en est le mieux sorti, et encore, il a fait que 600 et quelques millions dans le monde, ce qui est pas ouf, ce qui était moins que Man of Steel, tout de même, faut le noter. Ils ont quand même rebooté tout le DCU pour ça, pour faire un truc qui marchait mieux, et au final, le truc marche à peine autant que Man of Steel, sans compter l'inflation, parce que si tu mets Man of Steel avec l'inflation, il dépasse largement le Superman de James Gunn. Mais c'est vrai que tous les Marvel, les Thunderbolts et les trucs dans ce genre-là, ça n'a pas du tout pris. Même, je parlais des films d'auteur qui peuvent parfois plaire au grand public, mais même le Bong Joon-ho de cette année, Mickey 17, au final, ça a pas tant marché que ça, y compris auprès du public plus auteur.
Et même en VOD, il n'y a pas eu non plus de succès absolument extraordinaire et d'engouement populaire pour quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est quand même une année assez plan-plan et assez chiante, et il faut vraiment espérer que l'année prochaine sera un petit peu mieux. J'ai apprécié le Predator Badlands de fin d'année, on va voir ce que va donner Avatar 3. Au moment où je tourne cette vidéo, il est pas encore sorti. J'ai vu qu'il y avait le Zootopie 2 qui commençait à bien marcher là, qui avait déjà fait des gros scores, notamment grâce à la Chine. Donc il y a au moins quelques trucs pour sauver les meubles vers la fin de l'année. Mais même Wicked 2 se casse la gueule par exemple, alors que tout le monde pensait que ça allait être un énorme succès, notamment aux États-Unis où il avait fait de grosses entrées. Le reste du monde en a rien à faire de cette histoire de Wicked, mais voilà. Donc peut-être que la fin de l'année va un petit peu redresser le truc, mais quand même, ça a été laborieux quoi. Et puis pour bien mal terminer l'année 2025 cinématographiquement, David Zaslav est en train de vendre Warner. Alors déjà, le fait qu'on vende Warner, c'est une catastrophe, un studio quasi centenaire qui est là depuis le début d'Hollywood, c'est horrible de le vendre. Potentiellement, le studio qui va l'acheter pourrait complètement, par exemple, raser les studios Warner qui sont un symbole historique d'Hollywood. La compagnie a des chances d'être rachetée par soit Universal, qui est un des plus cons en termes de droits d'auteur, alors que jusqu'à là, Warner, ils étaient toujours plutôt tranquilles avec moi, plutôt cool quand je faisais des vidéos sur eux. S'ils vont chez Universal, ça va être une catastrophe. Pareil, s'ils vont chez Paramount, qui sont aussi très très cons. Pour les orientations politiques aussi, des studios qui vont racheter le truc. Et au final, entre la corde ou le gaz et tout le bordel, l'un des plus intéressants, c'est le troisième, c'est Netflix. Salut, c'est le Durandal du montage ici. Il y avait plus de développement normalement dans cette partie, mais pendant le montage de la vidéo, le coup près est tombé, et en fait, c'est Netflix qui a racheté Warner. Je considère ça comme une bonne nouvelle, car au moins Netflix n'est pas réputé pour interférer dans les films, et donc il pourrait laisser la liberté qui caractérise Warner, qui les a amenés à faire des chefs-d'œuvre comme The Matrix, comme le Batman de Nolan, comme leurs anciens chefs-d'œuvre, par exemple Casablanca ou des choses dans ce genre-là. Et même si, comme tout le monde, je crains qu'ils en fassent simplement un studio de VOD, ce serait quand même un peu absurde, parce que Netflix, en interne, produit déjà énormément de contenu tout seul, ils n'ont pas besoin des studios de Warner pour faire du contenu en plus. Il y a de l'argent à se faire sur les sorties en salle, tout de même, et c'est quand même une compagnie qui est intéressée par les profits, Netflix, donc il y a quand même de l'argent à se faire là-dedans. Et surtout, le catalogue de films de Warner seul, qui fera grossir celui de Netflix, évidemment, avec aussi HBO Max, ne vaut pas, à lui tout seul, ce que Netflix a dû payer pour acheter Warner. Donc a priori, ils doivent être intéressés par ce que Warner a de différent par rapport à eux, et c'est la distribution en salle. Quand ils sortent leur propre film en salle, ils font des sorties limitées, mais c'est parce que eux, ils en ont rien à foutre de se faire de l'argent en salle, le film il est déjà remboursé par les abonnements. S'ils font du film studio, c'est aussi pour ça qu'ils ont acheté toutes leurs IP, toutes leurs grosses licences, etc., les films qui sortiront en salle, c'est quand même pour les sortir un peu plus de 2-3 semaines et pas faire des sorties limitées comme ils font avec leur propre film en interne. Notamment parce que pour ces films, il y a généralement des finances externes, et elles veulent récupérer leur pognon. Alors oui, le co-directeur de Netflix a dit que l'expérience en salle était dépassée, mais je pense, j'espère, qu'ils continueront à sortir leurs films en salle, et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas besoin de Netflix pour réduire la fenêtre de sortie vidéo. Universal fait déjà une fenêtre de 17 jours d'exclusivité en salle seulement pour les petits films et 30 jours pour les gros, et Warner s'était déjà rapproché de ce modèle avec une fenêtre de 45 jours en général. Superman, sorti en juillet, était dispo le 15 août en achat en VOD aux US. Donc bien que ce ne soit pas le choix idéal, parce que c'était entre la corde ou le gaz, c'est à mon avis la meilleure chose qui pouvait arriver à Warner, d'être récupéré par Netflix. Il faut voir maintenant si les lois antitrust américaines vont ne pas s'opposer au rachat, mais on avait dit la même chose pour Disney et la 20th Century Fox, et au final c'est passé. Il faut voir aussi si les autres pays vont pas s'y opposer, parce que Netflix c'est une entreprise globale qui a des contrats avec le Royaume-Uni pour des studios et de la production, avec la France pour de la production, donc tous les autres pays peuvent dire leur mot et bloquer la vente. Et enfin, les professionnels du milieu voient cet achat d'un très mauvais œil apparemment, et il est possible que la guilde des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs fassent un recours en justice pour empêcher l'acquisition de Warner par Netflix, donc rien n'est fait pour l'instant. Moi, de façon un peu égoïste, j'avoue que au niveau problème de droit d'auteur, c'est un peu ma situation idéale que ça parte chez Netflix, parce qu'il semble pas être trop chiant à ce niveau sur YouTube. Essayons de voir ça positivement, malgré ce que j'avais dit à la fin de ce segment, et je vous mets la fin du segment. Au final, du coup, entre les trois, je dirais plutôt Netflix, mais en vérité, aucune des trois solutions n'est bonne pour le studio en lui-même, pour sa valeur historique, pour son catalogue, rien que les motivations de base, je veux dire, la seule raison pour laquelle ils veulent racheter Warner, c'est pour devenir aussi gros que Disney, quoi. C'est la grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf, ils veulent racheter un truc assez imposant pour avoir un poids à peu près
comparable à celui de Disney, c'est une catastrophe de faire un truc comme ça, quoi. Pour les fans de cinéma, c'est vraiment une tragédie. Honnêtement, c'est une tragédie. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est terrible que ça arrive, et encore plus dans ces conditions-là, avec ces acheteurs potentiels-là, quoi. C'est la pire chose possible qui pouvait arriver à ce studio. Je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté, ça me rend très triste de voir ce qui se passe pour Warner. Qui est un des studios que j'ai toujours préféré. Vous savez, ça me rappelle le slogan de Alien vs Predator. Peu importe qui gagne, nous on perd. C'est exactement comme ça que je vois cette vente de Warner. Peu importe qui va gagner, nous on sera perdant. Et le cinéma sera perdant. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc ça, voilà, c'est pour l'année cinéma. Une année cinéma en demi-teinte, en forte demi-teinte, baisse de fréquentation des salles, film très moyen. On espère que l'année prochaine, il y aura du mieux. Concernant l'année de la chaîne, cette fois-ci, je dois admettre que, paradoxalement, ça avait bien commencé au début de l'année. J'ai fait 200 000 vues sur le vlog sur Blanche-Neige, ça fait des années que j'ai pas fait un vlog qui a atteint ce nombre de vues, et très rapidement en plus. Donc ça, pour le coup, j'étais très content. À peu près tous mes vlogs ont dépassé les 100 000 vues pendant jusqu'au mois de juillet-août, incluant donc tous les gros blockbusters de l'année, et jusqu'à également Alien Earth, donc la série Alien, qui est catastrophique, et qui est sortie vers la fin du mois d'août. Donc voilà, pour la chaîne, je vous avoue que c'était plutôt cool, plutôt des bonnes vues. Je suis un peu déçu du peu de vues qu'a fait le rattrapage de 2025, mais ça montre bien, du coup, le peu d'intérêt qu'évoquent les films de 2025, parce que j'ai mis quand même, parmi les films qui étaient les plus intéressants dans cette année, c'était le Mission Impossible Dead Reckoning, là, ou Thunderbolts, qui était un des Marvel qui avait été le plus apprécié depuis très longtemps. Malgré tout, à l'heure où je vous parle, la vidéo, elle est à 113 000 vues. C'est moins que les vlogs sur les autres gros films qui sont sortis dans l'année, donc c'est un peu bizarre. C'est l'intérêt des rattrapages, hein, c'est de pouvoir regrouper des petits films avec des films qui sont plus intéressants et d'essayer d'avoir des vues qui se portent les unes les autres. Et si ça marche pas des masses, c'est quand même que l'intérêt du public pour le cinéma cette année, il était quand même pas ouf, quoi. À nouveau le Durandal du montage ici, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler du Pourquoi j'ai raison j'avais tort sur Alien Romulus, qui est donc sorti cette année. Et je voulais en parler vite fait parce que je considère que pour la première fois, j'ai vraiment pas fait une vidéo qui est ouf. Je pense que je suis allé trop loin dans le côté je fais le film en intégralité et il faut que j'aborde tous les détails et tous les points et tous les machins et que je fasse vraiment toutes les critiques que j'ai en tête. Le Pourquoi j'ai raison j'avais tort est beaucoup trop long. Je pense même honnêtement qu'il y a des passages qui sont un peu chiants. Notamment, je trouve que l'intro est bonne et toute la partie à partir du moment où les facehuggers débarquent est meilleure. Il y a plus de sketch, il y a plus de critiques pertinentes, etc., etc. Entre les deux, c'est beaucoup trop long, ça traîne sur des détails qui sont pas forcément extrêmement intéressants et j'aurais dû beaucoup plus raccourcir ce truc. La vidéo aurait dû faire au final 1h30 ou 1h45 au lieu des 2h08 qu'elle fait. Donc voilà, d'habitude quand un Pourquoi j'ai raison j'avais tort sort, j'ai du mal à le revoir, je considère que c'est de la merde pendant à peu près 1 ou 2 semaines et une fois que le stress est redescendu, j'apprécie à nouveau la vidéo. Là pour celui-ci, j'ai toujours du mal à l'apprécier, je pense vraiment que je suis allé trop loin et il y a un truc qui va pas avec cette vidéo-là. Donc voilà, je suis un peu désolé, surtout que c'est pour la franchise la plus emblématique de ma chaîne, mais effectivement, je pense que j'ai un peu raté le coche sur cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est une de mes moins bonnes. J'ai quelques petits trucs à dire sur des réactions qui ont été évoquées par mes vlogs et mes commentaires sur certains des films donc, de cette année, notamment, alors on va commencer par Superman. J'ai peut-être pas assez insisté dans ma vidéo pour marquer un certain point, mais j'ai l'impression quand même que je l'ai répété 17 000 fois et que certaines personnes ont juste fait exprès de pas comprendre. Mais quand j'ai tout mon problème autour des actions de Superman et de ce qu'inspire Superman et de ce que fait Superman, notamment par rapport aux dirigeants de la Boravie, je crois que c'est ce fameux pays dans le truc. Le problème n'est pas tant ce que fait Superman. Je comprends complètement le désir de voir des dictateurs destitués et payés, voire même payé avec le châtiment ultime, quoi, puisque donc il meurt à la fin du truc. Je comprends l'envie de voir ce genre de choses arriver à ce genre de personnage. Le problème, c'est que Superman fasse ça ou inspire ça. Superman, c'est un challenge, un exercice philosophique en quelque sorte. C'est un homme qui a le pouvoir de tout faire. Il peut imposer sa volonté sur le monde entier, personne ne pourra le retenir, personne ne pourra l'en empêcher. Et il décide d'utiliser ce pouvoir pour le bien et pour aider les gens. Et tout le truc de cet exercice philosophique, c'est de challenger justement nos envies et nos idées préconçues, on va dire. Oui, ce serait cool qu'il arrive ça à des dictateurs ou des dirigeants en général, et je comprends notamment qu'on ait ce genre de pensée avec certains des événements qui se déroulent dans le monde réel, notamment les deux conflits auxquels le film fait allusion, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et le conflit entre Israël et Palestine. Je comprends que ce genre de désir puisse exister, mais est-ce que c'est bien que Superman assouvisse ces désirs que vous pouvez avoir? Non. Superman, il doit pas décider pour nous
Il doit nous encourager à nous améliorer. Et nous encourager à nous améliorer, c'est pas envoyer Hawkgirl, récupérer le président de la Boravie, l'envoyer en l'air et le faire tomber par terre pour qu'il s'écrabouille comme une merde. C'est pas d'aller capturer ce même dirigeant un peu plus tôt dans le film, au début du film, c'est ce qui lance d'ailleurs tous les débats qui sont d'ailleurs complètement oubliés d'ici à la fin du film. À la fin du film, t'as de l'interventionnisme à la États-Unis et dans le genre de ce qu'a fait Superman pour déclencher toute l'histoire, et tout le monde s'en fout. Le mec, il a juste été menacé un dirigeant, ça crée un incident international, il y en a une qui le bute, personne tout le monde s'en bat les couilles. Tout ça, c'est pas nous inspirer à nous améliorer. Et notamment, je voudrais répondre à tous ceux qui m'ont envoyé cette fameuse, je vais la mettre ici, cette fameuse couverture où Superman capture Hitler et le dirigeant japonais de l'époque, je ne sais plus qui c'est. Bref, on m'a envoyé ça en disant, tu vois, il le fait Superman, il a déjà fait ce genre de truc. Et c'est extrêmement ironique que vous postiez ce truc-là parce que il les amène à la Société des Nations, c'est-à-dire l'équivalent de l'ONU de l'époque. C'est-à-dire ce que je dis en fait, Superman n'est pas censé rendre la justice par lui-même, il n'est pas juge, juré et bourreau en fait, il peut pas prendre les décisions pour nous unilatéralement, parce que, alors oui, dans l'idée, Superman est censé être un mec absolument parfait et toujours prendre les bonnes décisions, mais ce film montre bien qu'il les prend pas, il y a notamment tout un discours qui dit « je suis qu'un humain, je peux me planter ». Donc, prends pas des décisions aussi importantes pour l'humanité tout entière, tout seul quoi, unilatéralement. C'est ça le fond de mon propos en fait. Et notamment ce que certains m'ont rétorqué en disant Hawkgirl a dit justement je suis pas Superman et c'est pour ça que je peux te lâcher et te faire tomber. Je veux bien, mais dans ce cas, faut se décider. Est-ce que Superman l'a inspiré à aller là-bas? Et dans ce cas, s'il l'a inspiré, il l'a inspiré à faire quelque chose de mauvais. Ou est-ce qu'effectivement, elle est pas Superman et c'est pas Superman qui l'a inspiré, donc qu'est-ce qui fait que d'un seul coup elle se décide à aller là-bas? C'est pas les actions de Superman, et donc Superman n'a servi à rien, il a inspiré personne. C'est juste des gens qui ont regardé les infos et qui se sont dit ah bah oui merde, faudrait quand même qu'on aille faire quelque chose pour ces pauvres gens quoi. Et ça c'est fait, et c'est tout. Fondamentalement, il y a des trucs qui va pas dans la gestion de la morale de ce film et dans le traitement de Superman notamment quoi. Je trouve que ce Superman n'inspire pas, il est pas noble, il est pas réfléchi, je trouve qu'il a des attitudes de mascu viriliste de merde, du genre quand il entre dans le bureau de Lex en défonçant la porte et en hurlant « Il est où le chien ?» un truc dans ce genre-là, enfin vraiment un mec ultra énervé et bien sanguin quoi, en torturant des gens également, et beaucoup de gens qui disent il incarne la gentillesse, il incarne la bonté, etc. Non, je suis désolé, il incarne la niaiserie en vérité. Il se rend pas compte d'évidence au niveau géopolitique, il accomplit rien en termes moraux, et c'est pas un mec normal, c'est un loser. Moi je suis désolé, c'est vraiment le truc que je ressors du film quoi. Ça, c'était pour mettre les pendules à l'heure sur Superman. Il y a aussi eu quelques trucs autour de Sinners qui ont pas bien été reçus, et je vous avoue que j'ai un peu laissé couler parce que c'était un sujet un peu épineux, on va dire. Je voudrais donc juste revenir sur certains points extrêmement précis, qui sont pas forcément des questions de politique ou de morale ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ne pas me prendre pour plus con que je ne le suis. Je dis pas que je suis le mec le plus intelligent du monde, il y a des trucs que j'ai pu ne pas comprendre, il y a des trucs où je peux être à côté, il y a des trucs que je peux ne pas savoir et qui peuvent changer ma vision, effectivement, comme certaines personnes m'ont dit pour certains points. Mais évidemment que je sais ce que c'est que la ségrégation. Vous êtes gentils, je suis au courant quoi, la marche pour les droits civiques et tout le bordel dans les années 60 avec Martin Luther King et tout, je sais ce que c'est, d'accord? Je voudrais quand même dire, je pense que on finira là-dessus, on essaye d'aller vite, à certaines personnes, que j'ai peut-être des lacunes dans certains domaines, j'ai peut-être une pensée d'une certaine époque. C'est vrai que moi, mon idéal de vie commune, c'est Star Trek par exemple, où on a tous dépassé toutes nos querelles et tous les conflits un peu mesquins et les trucs dans ce genre-là, très superficiels et basés sur la peau et sur la couleur et sur l'ethnie et sur certaines cultures et sur certaines religions, etc., etc. Je suis peut-être en train de finir comme un vieux con, c'est pas impossible, cette famille de chez moi. Ça, c'est un autre souci. Mais franchement, je pense que je suis le cadet de vos soucis. Avec tous les trucs et les opinions catastrophiques qui commencent à se répandre un peu partout, dans tous les médias et dans tous les trucs, je pense vraiment pas que le gars sur lequel il faut s'acharner comme on s'est acharné, c'est le gars qui a trouvé que ce film faisait pas assez la promotion du vivre ensemble. Je pense vraiment pas être le plus gros problème à traiter à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y a un ou deux tweets, une ou deux vignettes de vidéos qui ont été faites sur moi qui contiennent des termes qu'honnêtement je mérite pas. Que je ne pense pas incarner, que je ne pense pas avoir défendu à quelque moment que ce soit sur cette chaîne en 13 ans. Et je pense qu'on a été un petit peu trop loin, à mon sens. Peut-être parce que le climat actuel crée des tensions, mais franchement, je pense que je me suis pris des trucs que j'ai pas mérité de me prendre dans la gueule, pour mon avis sur ce film. Et encore une fois, j'admets totalement que je peux m'être planté,
J'ai pas l'impression, j'ai été voir depuis le temps beaucoup de vidéos qui ont été faites par des youtubeurs afro-américains notamment, qui eux ont toutes les clés pour comprendre, etc., etc. Et grosso modo, ils ont dit à peu près la même chose que moi. Pour eux, les vampires, ça représente à peu près la même chose, l'assimilation culturelle, la culture blanche, mainstream, etc., etc. Et comme c'est le truc central du film, je pense que du coup, j'ai quand même pas trop mal compris le film. Donc oui, j'admets que je peux avoir eu des lacunes. Je l'ai d'ailleurs dit, j'ai l'impression que je suis passé à côté d'un truc, peut-être que je me suis planté, dites-moi dans les commentaires. Et je trouve assez dégueulasse qu'en ayant préparé le truc comme ça, je me sois mangé ce que je me suis mangé derrière en fait. Si quelqu'un dit, voilà, je vous dis ce que j'ai cru comprendre, mais je pense que je me suis trompé, la bonne solution, si vous voulez lui apprendre quelque chose, lui faire passer un message, lui faire apprendre certains trucs, c'est pas de lui tomber sur la gueule comme si il avait juste affirmé le truc, sans aucune pincette, sans aucune précaution, et en pensant avoir absolument tout compris, quoi. J'ai dit, voilà, j'ai peut-être mal compris, voilà ce que je pense avoir compris, dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense pas que ça mérite ce que je me suis pris dans la gueule ensuite. Donc voilà, pour Sinners et Superman, je voulais faire des petits retours quand même assez superficiels et rapides. Ces vlogs donc ont très bien marché, le vlog sur Alien Earth a très bien marché aussi, à l'heure actuelle il est à 159 000 vues, et puis ensuite, il s'est passé un truc sur YouTube qui, à mon sens, est assez catastrophique, qui fait de vrais dégâts sur les vues de quasiment tous les youtubeurs du monde, parce que je suis pas le seul à en avoir parlé, le joueur du grenier en a parlé, beaucoup de chaînes américaines en ont parlé également. YouTube a changé sa façon de comptabiliser les vues à partir du mois d'août. Ils ont aussi changé un truc par rapport au copyright, mais ça on y reviendra un petit peu après. De ce qu'on en a compris, nous les youtubeurs en général, tous ceux qui ont abordé le sujet, etc., il y en a plein qui ont fait des études et qui ont essayé de comprendre quels étaient les problèmes. YouTube a arrêté de compter les vues qui viennent des ordinateurs qui ont un adblocker. Quand on regarde nos statistiques de vues, il y a plusieurs courbes en fonction des objets sur lesquels on nous regarde. Pendant des années, les vues donc des portables et des ordinateurs étaient relativement similaires. Et d'un seul coup, depuis le mois d'août, il y a un écart très net qui se fait sur absolument toutes les sorties de vidéos, où tu vois très clairement qu'il y a 10 000, 15 000, 20 000 vues, ça dépend évidemment des vues globales, de l'ensemble des vues du truc, qui manquent clairement. L'écart d'un seul coup s'est creusé entre les spectateurs ordinateurs et les spectateurs téléphone, et la raison la plus probable pour ça, c'est que donc sur ordinateur, tu peux installer un adblocker, et a priori maintenant sur YouTube, il ne comptabilise plus les vues avec adblocker. Ce qui amène à une chute des vues. Le problème c'est que quand tes vues chutent, bah après du coup les vidéos d'après sont moins proposées en recherche par les algorithmes, donc les prochaines font moins de vues également, donc la prochaine fait encore moins de vues, etc., etc. Donc en fait c'est en train petit à petit de nous faire couler en fait, je trouve. Alors moi le truc c'est que je m'en sors plutôt bien, je suis un des plus gros youtubeurs cinéma et j'ai notamment Tipeee qui est extrêmement robuste, avec des gens qui sont là vraiment pour me soutenir jusqu'au bout, mais vraiment heureusement que Tipeee est là. Mais comme les vues des vidéos vont commencer à baisser petit à petit, à cause de ces vues qui ne sont pas comptées, bah du coup les revenus vont finir par baisser petit à petit en fait. Moi je suis désolé, c'est pas normal qu'une vidéo sur Predator Badlands fasse même pas 100 000 vues. La vidéo sur The Predator de Shane Black, il y a quelques années, qui était un gadin monstrueux, elle avait fait 160 ou 150 000 à l'époque, et je crois qu'elle en est à 175 maintenant, quoi. Et d'un seul coup, on passe à même pas 100 000. Il y a un truc qui va pas, et, parce que ça évidemment, à chaque fois que tu parles des vues qui baissent, il y a tous tes haters qui te détestent depuis des années et qui sont persuadés que d'un seul coup, le reste du monde a leur avis. C'est pas juste moi, c'est ça le truc, je suis justement encore un de ceux qui s'en sort le mieux là-dessus. Mais je constate que absolument tous mes collègues ont fait des vues qui sont assez déplorables sur Predator Badlands, qui aurait été pourtant un vlog qui aurait dû attirer l'attention et qui aurait dû faire quelques vues, quoi. Donc la solution, j'en vois pas vraiment, honnêtement, parce que le problème c'est pas vraiment qu'on fasse des trucs qui intéressent pas vraiment les gens, c'est que l'algorithme est en train de se prendre les pieds dans le tapis avec du coup la baisse des vues, à cause du coup du nombre de baisses de vues sur les ordinateurs, qui retire, je vous dis, pour des vidéos à moi, c'est entre 10 000 et 20 000 vues qui sont d'un seul coup disparues, quoi. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. On peut attendre que YouTube décide de changer le truc, mais on sait même pas s'ils vont décider de le changer. Encore le du montage, mais il y a aussi un truc qu'ils ont rajouté cette année, c'est qu'il y a un mode restreint qui peut être activé sur YouTube, qui je crois est activé d'office si le compte que vous avez identifie que vous êtes trop jeune. Et si ce mode est activé, vous ne voyez pas certaines des vidéos de la chaîne, et notamment moi quand je fais les tests, dans ce mode-là, j'ai pas sorti de vidéo depuis l'année dernière. Donc je sais même pas avec quoi ils filtrent ces vidéos ou pas, je pense pas avoir fait que des vidéos où il y a des insanités et des sujets borderline et tout. Donc je sais pas comment ça fonctionne, mais ça aussi ça doit pas aider au niveau des vues, quoi. Je pense qu'il y a plein de vidéos qui sortent et que vous voyez tout simplement pas dans vos feeds. En partie à cause de ça. Le seul truc que je peux faire c'est, et ça m'écorche un peu la gueule de le faire, j'ai beaucoup de fierté à
ne pas faire de placement produit par exemple, mais aussi ne pas constamment faire de l'appel aux dons et des trucs dans ce genre-là, mais je vous invite, si vous aimez la chaîne et si vous avez envie qu'elle continue, à aller sur Tipeee. Tant que Tipeee tient, a priori le reste tiendra aussi, quoi. Et je le dis très clairement, pour l'instant la chaîne va très bien, hein. Je suis pas en train de dire attention, il faut absolument que vous me donniez de l'argent parce que sinon ça va couler. Pour l'instant la chaîne s'en sort très très bien, avec les revenus sur Tipeee. Les revenus sur YouTube sont un petit peu en baisse, mais ils n'ont jamais été ma source de revenus principale non plus, en tout cas pas depuis très très longtemps. Donc voilà, vous précipitez pas sur Tipeee en pensant que je suis aux abois, quoi. C'est pas du tout le cas, je vais très très bien. Mais effectivement, si on veut que l'avenir puisse se faire correctement, il faut qu'il y ait une base solide sur Tipeee, quoi. Et ça, c'est pour une autre raison, parce qu'il y a eu un autre changement qui a eu lieu en août. En fait, à partir du début de l'été, c'est-à-dire pile poil quand j'ai dû publier mon Pourquoi j'ai raison vous avez tort sur Alien Romulus, il y a eu un changement au niveau du module Content ID, qui est le robot qui détecte les extraits copyrightés des studios et des trucs dans ce genre-là, et qui du coup, soit démonétise les vidéos, soit les bloque. Et en fait, le problème que j'ai en ce moment, c'est que il fait pas que les démonétiser, il les bloque systématiquement. La vidéo sur Alien Romulus, elle est restée en instance avant de pouvoir sortir pendant un peu plus d'un mois. Le truc, c'est que quand on reçoit du coup ce genre de blocage ou d'avertissement, on peut faire une contestation en premier lieu, qui prend 30 jours maximum, il faut que l'ayant droit réponde au bout de 30 jours. Si au bout des 30 jours, l'ayant droit dit non, tu peux faire un appel qui lui prend 7 jours, et si on ne répond pas au bout des 7 jours, la vidéo passe en fait, et on peut plus l'attaquer ensuite. Ce qui s'est passé, c'est que la vidéo sur Alien Romulus, elle fait 2 heures et quelques, il y a donc une bonne partie du film qui est dedans, effectivement, mais je respecte toujours le fair use, c'est-à-dire que j'utilise des clips uniquement pour illustrer ce que je raconte. Comme je décris à peu près tout le film, évidemment, je mets des extraits un peu tout le film, mais il n'est pas en entier non plus. Dès qu'elle a été mise en ligne, immédiatement, elle a été détectée par le module de YouTube et il a fallu contester. Et vraiment, le truc, c'est que ils ont modifié le truc maintenant par IA, je pense. Il est imbattable. Toutes les techniques que j'ai utilisées pendant 13 ans pour faire passer mes vidéos à travers le filtre du Content ID, elles sont totalement passées à la trappe. Maintenant, en fait, à partir du moment où il détecte quasiment tous les clips, et à partir du moment où il en détecte un qui est vraiment très long et qui lui pose problème, il bloque tout le reste de la vidéo. En fait, tous les autres clips de la vidéo sont détectés. Et le truc, c'est que chaque studio a une réponse particulière, mais là, pour Disney, c'était blocage complet de la vidéo, quoi. Alors j'adore parce qu'ils disent pas qu'elle est totalement bloquée, ils disent qu'elle est bloquée dans certains territoires. Certains territoires, c'est 248 territoires. Et ça va de la France à Saint-Pierre-et-Miquelon, quoi, ou un truc dans ce genre-là, quoi. C'est vraiment, ça compte absolument tous les territoires. Donc tu regardes le truc, tu fais, oui, bah en fait, elle est bloquée mondialement, en fait. Dis juste qu'elle est bloquée, plutôt que de me faire chier à dire, détailler qu'il y en a 248 qui l'ont bloquée. Clairement, elle est bloquée dans le monde entier, en fait. Donc du coup, c'était très emmerdant. Et donc j'ai envoyé une contestation à Disney, et ce qui m'étonne, c'est que Disney d'habitude ils sont très relax au niveau du droit d'auteur, mais alors là, au bout de 30 jours, ils ont dit non. Je crois que c'est une des premières fois où Disney a dit non quand un de leurs trucs a été détecté. Généralement c'est plutôt des bandes annonces, j'ai rarement fait des films Disney, cela dit en analyse, et donc bah c'était très emmerdant, parce que du coup comment je fais pour sortir la vidéo? Et donc le truc, si encore elle était que démonétisée, à la limite, tant pis, vous voyez, comme je vous dis, c'est Tipeee qui me font mes revenus principalement, quoi. Alors, c'est vrai qu'un Pourquoi j'ai raison, ça rapporte beaucoup d'argent, donc ça serait mieux, parce que ça fait des vues d'un seul coup, puis ça fait des vues sur la durée aussi, donc c'est une vraie vidéo de catalogue, donc ça fait de l'argent sur la durée. Donc du coup, c'est vrai que c'est mieux si elle peut faire de l'argent, mais tant qu'à faire, si je devais sortir une vidéo démonétisée, je sortirais une vidéo démonétisée, c'est pas grave. J'en fais d'autres dans l'année en plus, donc c'est pas comme si je pouvais pas me rattraper sur un autre truc, quoi. Mais là, c'est vraiment bloqué, quoi. Et donc Disney a dit non au bout de 30 jours, j'ai donc fait un appel qui lui prend 7 jours pour avoir une réponse. Et ce qui m'emmerde beaucoup, c'est que cet appel, il n'a pas été juste validé par Disney, c'est qu'ils n'ont pas répondu au bout des 7 jours en fait. Ce qui est très emmerdant parce que du coup tu sais pas quelle est la règle, tu sais pas si vraiment c'est passé, si vraiment ils ont pas de souci avec la vidéo et qu'ils ont décidé en appel, parce que souvent en appel les trucs sont résolus, quand tu contestes juste, des fois ils sont cons et ils relancent le truc, mais quand tu fais un appel, généralement je crois que ça devient un tout petit peu plus légal comme truc, et du coup là ils font un peu plus attention à effectivement si ta vidéo respecte le fair use ou pas, etc. Toi tu dois décrire tout un tas de trucs, genre le pourcentage de film utilisé, le pourcentage qui est utilisé dans la vidéo, etc. Enfin c'est comment est-ce que tu la retraites, comment est-ce que tu la transformes, prouver que tu fais pas que diffuser le film de façon pirate. Et généralement, quand tu le prouves, tu le prouves et puis il te laisse la vidéo partir, quoi. On a le droit de faire des documentaires sur des films comme ça en faisant du fair use, quoi, en utilisant les clips. Et là, du coup, ils ont pas répondu oui, ils ont juste laissé traîner le truc trop longtemps, et du coup, c'est passé. Donc, je suis un peu emmerdé. D'un autre côté, c'est leur problème. Maintenant, ils peuvent plus me mettre une atteinte au copyright à cause de ces extraits-là. Donc maintenant, c'est eux qui se sont fait niquer, hein. Mais j'avoue que c'est un petit peu emmerdant.
Et là, donc, alors au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti, mais j'ai terminé un deuxième Pourquoi j'ai raison de Twitter. Ça, j'en suis très très fier au niveau de la reprise de la chaîne. Je vous ai dit au début, j'ai vraiment repris beaucoup d'activités à la fin de l'année, et je suis très fier d'avoir réussi à faire 2 Pourquoi j'ai raison de Twitter en une année. Et donc là, j'en ai un sur Final Fantasy, les créatures de l'esprit. C'est un film Sony. Sony, c'est les pires trous du cul parmi les pires. Parce qu'il y a Paramount et Universal aussi, qui sont vraiment très très cons. Mais Sony, ça fait partie des pires au niveau du droit d'auteur. Et je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont réagir, et je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire le truc. J'ai réussi à trouver une astuce pour sortir la vidéo malgré les problèmes de droit d'auteur, en mettant un filtre VHS en fait au-dessus de tous les clips et de toutes les images du truc. J'ai vraiment mis partout, j'ai pas fait une sélection par-ci par-là parce qu'on va pas faire 36 000 tests sur le truc, on met le filtre sur tous les extraits du film et puis c'est tout quoi, c'est réglé une bonne fois pour toutes. Ça rend du coup le truc assez désagréable à regarder, mais si vous voulez sortir comme ça pour qu'elle puisse sortir, on les sortira comme ça quoi. Là, parce que là encore une fois avec le Final Fantasy, c'est entièrement bloqué, c'est pas juste démonétisé, c'est bloqué. S'ils ne me donnent pas leur accord, la vidéo sort pas quoi. Et là, à l'heure actuelle, j'attends du coup la réponse à l'appel, j'en suis à 2 jours après avoir lancé mon appel. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. C'est bien, maintenant on peut directement faire l'appel. Avant, il fallait forcément contester et ensuite passer à l'appel. Maintenant, tu peux directement passer à l'appel parce qu'ils ont remarqué qu'effectivement un appel, c'était plus facilement résolu. Mais donc ouais, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas quelle va être leur réponse. Et s'ils me répondent non, bah ouais, maintenant, à partir de maintenant, il va falloir que les vidéos elles sortent avec des gros filtres dégueulasses sur tous les clips, parce que sinon ils vont faire chier quoi. Donc c'est bien, au moins j'ai trouvé une solution, mais putain, la gueule que ça, quoi, maintenant, avec ce genre de filtre sur le truc, c'est vraiment catastrophique, quoi. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ça, pour le coup, ça m'a vraiment angoissé. En fait, le truc, c'est qu'au début de l'année, j'ai failli acheter un appartement. Je suis toujours en train de chercher. Vous avez remarqué, je suis toujours là, hein, mais j'ai failli acheter un appartement au début de l'année. J'en avais trouvé un qui me plaisait vraiment bien, qui était cool, qui était bien situé, qui était dans un quartier plutôt tranquille et tout. Le seul problème, c'est que je me suis rendu compte qu'ils avaient arnaqué au niveau du prix et que le prix était monstrueux. Le prix au mètre carré était monstrueux par rapport au quartier. Donc du coup, j'ai dit non et j'ai fait une offre un peu plus basse et on m'a dit non. Donc du coup, j'ai pas eu l'appartement. Mais du coup, en fait, ces problèmes de droit d'auteur sont arrivés pile poil au moment où je trouvais cet appartement et où du coup, je commençais à me poser les questions pour mon crédit, pour mon machin, quoi. Et je me suis dit, je fais quoi si je peux plus faire de vidéos, en fait? Si je peux plus monétiser mes vidéos, comment je fais mon crédit et comment je fais en sorte de m'en sortir et d'avoir mon prêt, quoi, pour acheter mon appartement et me casser d'ici. Donc, c'est un peu emmerdant, ça risque d'être très handicapant cette histoire, faut voir comment est-ce qu'ils vont résoudre du coup tous ces problèmes de droit d'auteur, s'ils vont accepter de respecter le fair use quand on fait un appel ou pas, mais potentiellement ça veut dire que maintenant dès qu'il y a une vidéo qui sort, ça peut être une galère en termes de se débattre avec YouTube et avec l'ayant droit quoi. Donc c'est chiant, c'est un bordel à gérer, notamment quand, alors ça vous allez le découvrir d'un seul coup maintenant, j'ai fait la quasi-totalité de l'année, du 24 avril au 14 novembre, sans ligne internet fixe. Ils ont fait des travaux dans l'arrivée fibre optique au début de l'année, et quand les travaux se sont finis, d'un seul coup, ma box, j'étais chez Bouygues, ma box ne se connectait plus. J'ai donc ouvert un incident chez Bouygues, et ça a été une catastrophe. J'ai fait un résumé sur un bout de papier que j'ai filé au dernier technicien qui est venu pour faire le truc. En gros, j'ai eu une première intervention du SAV en avril qui a conclu qu'il y avait une erreur de parcours fibre optique, c'est-à-dire en gros, tout marche bien au niveau des câbles, tout est branché comme il fallait, etc. Mais le centre chez Bouygues qui faisait la connexion avait pas pris en compte les travaux qui avaient été faits sur le boîtier et du coup, ça reconnaissait pas le boîtier et le parcours donc que faisait la fibre pour arriver chez moi, et c'est pour ça que ça pouvait pas se connecter. C'est quand même un truc très con, hein. Tu dis, à partir du moment où tout est lié, est-ce que le logiciel peut pas se mettre à jour tout seul en voyant qu'il y a du coup un nouveau tableau et juste faire la connexion normalement quoi, enfin c'est vraiment un truc de con. On m'a dit que c'était à Bouygues de régler le truc, donc le technicien est parti, et j'ai attendu quoi. Au mois d'août, il y avait toujours rien qui s'était passé. Donc, on me prépare une deuxième visite d'un deuxième technicien pour faire du coup une intervention sur ma ligne quoi. Le gars vient, il part en disant « C'est une erreur de parcours fibre optique, c'est à Bouygues de régler le problème. » Je fais « Oui, je sais. » C'est quoi le délire? Et celui-ci, pour le coup, il devait être, je sais pas, il devait mal le payer chez Bouygues ou un truc dans ce genre-là. Et donc le mec me dit « Franchement, là, si c'est pas réglé d'ici à la semaine prochaine, partez de chez Bouygues parce qu'il y a un souci, quoi. C'est eux qui savent juste pas régler le truc, quoi. » Au bout de 2 semaines, le problème n'était pas encore résolu. À ce moment-là, ils m'ont appelé au téléphone et ils m'ont dit « Alors, on peut faire un truc, c'est qu'on peut retirer une nouvelle ligne. » Et en tirant une nouvelle ligne, le fournisseur qui gère le boîtier qui est en bas, il va nous refiler tous les bons trucs et toutes les bonnes adresses, tous les bons machins, et du coup, on va pouvoir vous refaire un truc, quoi. Sauf que là, il y a eu un nouveau problème,
c'est que... C'est bien ces petites histoires des malheurs de John Dahl. Les années d'avant, c'était le ballon d'eau chaude, les fuites d'eau, les machins genre là. Maintenant, cette fois-ci, c'est la connexion Internet. Et donc, ils me disent... Alors en fait, il y a un souci, c'est que votre forfait est trop ancien, il est plus commercialisé, et donc on peut pas juste vous recréer une nouvelle ligne comme ça, parce que ce forfait n'existe plus. Donc si on vous recrée une nouvelle ligne, il faut forcément revoir votre forfait. Il faut dire que je payais à peu près 60 € pour mélanger téléphonie mobile et internet fixe. Donc je me suis dit, bah écoutez, au final, c'est peut-être pas effectivement une mauvaise idée de revoir un peu le forfait et puis de réajuster les trucs, etc. Peut-être que je pourrais économiser un petit peu, quoi. Je me suis donc rendu sur le site de Bouygues et j'ai vu certaines offres qui étaient cool. Du coup, je les appelle et je leur dis, bon bah écoutez, voilà, j'ai trouvé ce que je veux comme nouveau forfait pour mobile, nouveau forfait fibre. Donc voilà, je voudrais tel truc. Et là, on me dit, ah oui, mais non, c'est pas possible. Je sais pourquoi c'est pas possible. Ils me font, bah parce que ça, c'est pas Bouygues, c'est BNU. Là où ça posait problème, c'est que mon forfait mobile, il était vraiment relié à mon forfait internet. C'était mon forfait internet qui me donnait droit au mobile ensuite. Et si je voulais du coup changer de forfait et conserver mon numéro de téléphone, il fallait que je reste chez Bouygues. Mais si j'allais chez BNU, ils pouvaient pas faire le portage de mon numéro de chez Bouygues à chez BNU. Mais c'est vous, BNU, en fait. C'est peut-être une boîte un peu séparée, machin, mais c'est vous, quand même, le truc. C'est pour ça que leurs offres sont sur votre site. C'est que c'est un truc qui dépend de vous, en fait. Oui, mais non. Si, de Bouygues à BNU, on peut pas. De BNU à Bouygues, on peut. Mais de Bouygues à BNU, on peut pas. Donc là, en fait, si je dois changer de ligne, je perds mon numéro de téléphone parce que si je veux avoir le forfait BNU, ou sinon il faut que je passe à un des forfaits Bouygues qui est beaucoup moins intéressant financièrement. Oui, effectivement, monsieur. Je dis, bah écoutez, très bien, dans ce cas, je vais aller ouvrir une ligne ailleurs, avec la portabilité de mon numéro ailleurs. Alors je vais pas dire chez qui je suis passé parce que c'est le quasi du doxing maintenant de dire même des informations dans le genre là. Je suis allé voir un autre opérateur de téléphonie et d'internet. Et j'ai fait mon changement pour aller chez eux en prenant un forfait internet qui est vraiment pas cher et un forfait mobile qui lui est vraiment extrêmement accessible. C'est les petits, vous savez, les petits forfaits là, aux alentours de 10 € à peine. Et du coup, je suis passé chez eux. Mais le truc, c'est que même là, il y a eu des emmerdes en fait, parce que je suis allé m'abonner fin août, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu une ligne fixe avant le 14 novembre. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore eu des problèmes quand ils sont venus installer la ligne fixe. C'est-à-dire que j'ai eu une première intervention au mois de septembre pour venir installer les câbles et faire changer les branchements sur les boîtiers donc qui sont dans la cave et tout le bordel. Une semaine après que je me sois abonné, donc là pour le coup c'était cool. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un blocage, ils ont pas voulu m'envoyer ma box. Je sais pas pourquoi exactement, en principe j'aurais dû la recevoir avant même que le technicien débarque, mais il y a eu un problème sur la box, ils ont pas voulu l'envoyer avant la mi-octobre. Vous vous rendez compte du truc quand même, abonné en août, j'ai pas reçu la box avant mi-octobre, et avant de recevoir la box, j'ai eu un deuxième technicien qui a débarqué, je sais pas ce qu'il y avait, mais pour eux du coup il y avait peut-être un problème à nouveau de parcours fibre optique ou un truc dans ce genre là. Sans la box c'était impossible de vérifier, donc je sais même pas si le deuxième technicien a pas juste foutu la merde dans le truc au final, mais il y a un deuxième technicien qui est passé, avant que je reçoive ma box, en gros pour défaire tout ce qu'avait fait le premier technicien, et enfin j'ai reçu ma box, et quand j'ai enfin reçu ma box, je l'ai branchée, et ça n'a pas marché non plus. Et je vous dis, c'est pour ça, peut-être que le deuxième technicien, il a défait le truc qui était bien fait par le premier technicien, j'en sais rien du tout, mais du coup, au moment où j'ai branché ma box, toujours pas d'internet, quoi. Donc je rappelle encore le service après-vente, on m'envoie un nouveau mec, et là on me dit, j'appelle quand même le 10 octobre, j'ai pas de rendez-vous avant le 14 novembre. J'ai dû attendre un mois pour avoir un technicien qui débarquait, et qui a juste eu à aller dans la cave, et à changer 2 ou 3 branchements sur le tableau, et quand on est remonté, la box a marché nickel, quoi. Donc il y avait juste un branchement qui avait mal été fait sur le tableau, et pour attendre qu'on fasse le branchement, j'ai dû attendre un mois. Bon, cela dit, le mec, le dernier technicien qui est venu, il était nickel, il roulait un peu des mécaniques, il a commencé, il a fait « Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres, les abrutis là, en gros ?» Et il a vraiment réglé le truc en 2 coups de cuillère à peau, c'était nickel. Le mec, à la fin, je lui ai fait « Mec, dans mes bras, quoi, j'ai plus internet depuis le mois d'avril, vous venez enfin de me reconnecter au monde entier, quoi. » Et donc, comme je vous dis, ça posait beaucoup de problèmes. Quand tu as des problèmes de droits d'auteur à régler avec, du coup, YouTube, que tu dois mettre en ligne des vidéos qui font dans les 8 gigas, et avec quoi j'ai dû uploader ça ? Avec une clé 4G à la con, quoi. Qui en plus buguait à mort, il y avait un faux contact dans le câble, donc genre toutes les heures le truc se déconnectait en plein milieu de l'upload. Du coup, faut que tu vérifies que l'upload a vraiment bien marché et qu'il n'y a pas eu de soucis. Avec une vitesse de 4G, donc c'était une catastrophe. Et quand je suis passé chez l'autre opérateur, j'ai eu je sais pas pourquoi, j'ai un petit problème de connexion. J'ai pas accès à la 4G+, je suis resté en 4G normal, et 5G normal aussi d'ailleurs. Et ce genre de conditions, alors que tu dois gérer des problèmes de droits d'auteur, où du coup tu dois uploader tout un tas de nouvelles versions de la vidéo pour tester si les modifications ont marché ou pas, sachant qu'en plus, quand t'es connecté en clé 4G+, comme ça, t'as un nombre limité de gigaoctets en envoi et en réception.
Donc c'est-à-dire que si tu envoies 36 000 versions de la vidéo, ça veut dire que tu retires des trucs que tu peux télécharger après, quoi. C'est pas entièrement bloqué, c'est juste que le débit devient extrêmement réduit, mais genre réduit au point que c'est quasiment inutilisable en fait. Tu télécharges vraiment à 2 à l'heure, quoi, 2 kilooctets ou un truc dans ce genre-là. Donc ça a été un bonheur cette année. Gérer les problèmes de droits d'auteur, gérer les problèmes de connexion internet, gérer les problèmes de vues avec YouTube à la fin. Parfait. Parfait. C'était une année parfaite en ce qui me concerne. Et en plus, les films étaient nuls. Donc ouais, vraiment l'année a été catastrophique, mais j'ai de l'espoir quand même pour l'année prochaine parce que je vous dis, j'ai eu un regain d'entrain et d'efficacité là en fin d'année qui est assez dingue. Vraiment, je produis toutes mes vidéos en temps et en heure, j'arrive à en faire plus qu'avant, etc. Donc il est possible qu'il y ait quelques petits changements intéressants sur la chaîne l'année prochaine. Il est possible qu'il y ait plus de vidéos qui sortent, notamment un petit peu plus de vlogs. Je veux toujours pas en faire beaucoup plus, je trouve que c'était une bonne chose d'avoir réduit le rythme des vlogs, mais il y a peut-être moyen d'en sortir un petit peu plus souvent, et peut-être un peu plus tôt dans la semaine. Parce que maintenant, ça y est, je peux à peu près finir mes vidéos le jeudi soir, grosso modo, pour une sortie, enfin le mercredi soir pour une sortie le jeudi, midi, et donc plus avoir à attendre forcément le dimanche pour que les vidéos sortent. Alors c'est con parce que j'avais installé tout un rituel, du coup maintenant le dimanche les gens attendaient les vidéos, mais voilà, il est possible qu'il y ait quand même plus de sorties l'année prochaine. J'ai notamment certaines vidéos, pas forcément des pourquoi j'ai raison mais aussi des sujets libres, mais que je trouve très fun, dont j'ai eu l'idée là en fin d'année, que j'ai très envie de réaliser. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu une vidéo comme ça, où j'ai très envie de la faire. Mais j'en ai au moins 3 là que j'ai en tête, que j'ai vraiment envie de réaliser, qui peuvent en plus être assez courtes. Donc facile à produire et facile à sortir, etc. Donc il est possible que l'année prochaine ça aille beaucoup mieux pour la chaîne. J'ai pas amélioré d'ailleurs que mon rythme de travail, j'ai amélioré beaucoup de choses dans ma vie, je mange beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux, je crois que j'ai perdu un tout petit peu de poids. Les gens ont remarqué que j'étais plus dynamique dans les vidéos et que j'avais l'air plus enjoué ces derniers temps, etc. Et c'est vraiment parce que j'ai eu cette espèce de changement là d'un coup. Donc vraiment c'est cool, je me suis un peu repris en main en fait là pour cette fin d'année. J'essaye de pas trop en faire non plus, parce que je me dis, si ça se trouve, c'est juste un petit coup de motivation d'un coup, et je vais me retrouver avec un burn-out l'année prochaine parce que j'arriverai pas à m'arrêter, etc. Donc voilà, je fais attention à pas non plus faire de folie, mais par exemple, je fais pas de trucs où je travaille sur un truc jusqu'à 6h du mat, par exemple, j'ai arrêté les nuits blanches et trucs dans ce genre-là, ça c'est complètement proscrit maintenant dans mes méthodes de travail, mais plus actif, plus productif quand même, et plus attention même à ma santé, à ce que je mange et tout le bordel, quoi. Voilà donc pour ce qui était du bilan de l'année en cinéma sur la chaîne, et puis un petit peu de ce qui va se passer l'année prochaine sur la chaîne. On en arrive donc maintenant à la catégorie à venir, donc ce qui va sortir en 2026 en salle. Bien évidemment, je tiens à le rappeler, c'est le cas tous les ans, mais toutes ces dates sont provisoires. Et d'ailleurs, il y a certains films dont je vais parler ici qui étaient annoncés pour 2025 à la base. Donc partez pas du principe que toutes ces dates sont fixes, mais on va dire que jusqu'à mars, en gros, mars-avril, c'est plutôt à peu près sûr que les films vont sortir à ce moment-là. Commençons donc par le mois de janvier, là où les films vont mourir. Personne ne sort de chez soi, on est fatigué des fêtes de fin d'année, on a les gamins qui font la rentrée des classes et tout le bordel. Donc généralement, les films qui sortent en début d'année, ils se cassent la gueule, et c'est là qu'on envoie du coup les films dont on pense qu'ils sont pas extraordinaires. Ce qui m'étonne, parce qu'il y en a quand même un ou deux où je me dis non, quand même, là, il y aurait moyen, quoi. On va commencer avec le 14 janvier, où on a la suite, alors ça pour le coup je pense que ça va être moyen, la suite de 28 ans plus tard, le temple des... ils appelaient ça le temple des morts en français, c'est The Bone Temple, en version originale le temple des ossements. C'est la deuxième partie donc de cette trilogie 28 ans plus tard qui a été relancée par le film de Danny Boyle l'année dernière. Celui-ci est réalisé par Nia DaCosta, on va suivre le personnage joué par Jack O'Connell qu'on découvrait à la fin du film précédent. Et ça a pas l'air extraordinaire, j'ai vu les bandes annonces qui ont commencé à sortir là, ça a vraiment pas l'air dingue. Et comme ils le programment en plus pour le 14 janvier, tu sens venir le gadin à des kilomètres, honnêtement. Et sachant que tout le projet c'était dans le 3 d'enfin faire revenir Cillian Murphy, clairement ce truc ça va pas se faire en fait, ça va se casser la gueule, parce que si le deuxième film déjà on le sort le 14 janvier pour le faire oublier le plus rapidement possible, voilà, ça sent pas bon quoi. Je sais pas ce que ça va valoir, franchement je sais pas ce que ça va valoir. On aura le même jour Greenland Migration, qui est la suite du film Greenland qui était sorti grosso modo au moment du Covid il me semble, non? C'était pas un des rares films sortis pendant le moment du Covid, ou un petit peu avant. C'était donc ce film avec Gerard Butler sur tout un tas de comètes qui sont en train de s'écraser sur la Terre. C'était un Armageddon ou un Deep Impact par exemple. Ça avait pas trop mal marché à l'époque, de là en faire une suite je sais pas trop, mais bon... Ils reviennent avec tout le casting et tout, donc on verra bien. Cela dit, encore une fois, comme ça sort le mois de janvier, t'as un peu l'impression qu'ils sont en train d'essayer de le cacher, et qu'ils ont pas trop confiance dans le film, quoi.
Le 21, nous avons un film qui s'appelle Hamnet. Et à chaque fois que je voyais ce truc, je me disais, c'est quoi? C'est un truc sur Hamlet? Oui, c'est à peu près un truc sur Hamlet, effectivement, grosso modo. C'est un film réalisé par Chloé Zhao, donc, qui a réalisé Les Éternels du MCU, qui avait réalisé, du coup... Nomadland, ça s'appelait, son film avec Frances McDormand, et elle en avait fait quelques-uns d'autres avant. Elle est très habituée, en principe, aux grands paysages, aux grandes plaines, aux grands trucs dans ce genre-là, et aux films un petit peu documentaires. Et là, pour le coup, elle vient avec un film d'époque, qui se déroule... au 18e, 19e siècle, je sais pas c'était quand je fais Shakespeare exactement, mais en gros on suit un couple qui vit dans la campagne, ils ont des enfants, ils en perdent un, ils sont traumatisés par le truc, et il y en a un qui est le père qui veut devenir acteur et qui va travailler à la Shakespeare Company, enfin au Shakespeare Theatre, et qui va participer à une représentation d'Hamlet, et apparemment c'est lié à leur traumatisme avec leur gosse. Ça fait très film auteur prout-prout, un peu film à festival ou à Oscar ou truc dans ce genre-là. Il y a Paul Mescal dans le rôle du mec, il y a Jessie Buckley dans le rôle de la femme, ça tourne autour de Shakespeare, c'est Chloé Zhao qui a déjà été oscarisée. Donc tu sens le projet un petit peu prout-prout, un peu poète-poète, ce qui veut pas dire que ça va être mauvais, pas du tout, mais là pareil, sorti en janvier, tu sais pas trop ça a marché des masses. Cela dit, c'est pas un film très grand public, donc c'est sans doute plus pour les cinéphiles que ça sort, donc que ça sort en janvier ou ailleurs, pas forcément leur problème aux cinéphiles généralement, ils vont au cinéma tout le temps. Donc peut-être que ça marchera, mais honnêtement ça m'attire pas des masses quand j'ai vu moi le truc. Le 28 janvier, nous avons un nouveau film de Yann Gozlan ou Gozlan, je ne saurais jamais comment est-ce qu'il faut prononcer ce truc. Habitué des thrillers, notamment avec Pierre Ninet, et il revient avec Pierre Ninet pour ce film qui s'appelle Gourou. Malheureusement pour moi, il a jamais fait un bon film, même si Boîte Noire s'en rapprochait, mais c'était gâché par la fin, et j'ai pas vu d'Alloway qui avait l'air sympa. On parle d'un gourou qui a clairement fait une connerie. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas du tout quelle va être la qualité du truc, donc on verra bien quand le film sera sorti. Le même jour, on a un film qui s'appelle Nuremberg sur la psychologie des nazis qui a été étudié pendant le procès de Nuremberg. C'est notamment avec Rami Malek et Russell Crowe qui jouent Hermann Göring. Donc voilà, ça peut être un film intéressant pour les personnes qui sont fans d'histoire et de la Seconde Guerre mondiale par exemple. Le même jour, nous avons également Les Légendaires, un film d'animation a priori français, adapté pour le coup d'une BD française qui apparemment a plutôt bien marché, c'est pour ça qu'ils en font un film a priori. J'en ai jamais entendu parler, moi personnellement, avant de voir la bande-annonce de ce truc. Ça a pas l'air trop dégueulasse niveau film d'animation, donc je me dis bon, ça peut le faire. L'histoire c'est que tous les gens du royaume ont été transformés en enfants à cause d'un sortilège quelconque, et il y a tout un groupe de héros qui doit essayer de rompre le sortilège. Pour une fois, ça a à peu près de la gueule au niveau animation. On a également un film qui s'appelle Reconnu coupable, qui est avec Chris Pratt, j'en avais déjà parlé je crois l'année dernière, mais il a été décalé du coup à ce début d'année. C'est réalisé par Timur Bekmambetov, qui est un réalisateur qui a jamais eu de chance quand il a fait des films, parce qu'à chaque fois ça s'est cassé la gueule, mais il était bien parti à la base avec Nightwatch et Daywatch en Russie. Toute l'histoire donc ici, c'est qu'en fait un homme qui a participé à mettre en place une intelligence artificielle qui sert à rendre la justice, est accusé par sa propre intelligence artificielle du meurtre de sa femme, et il semblerait qu'il y ait plutôt une sorte de grand complot autour du truc. Ça semble se dérouler en huis clos dans une salle, mais avec tout un tas de petites fenêtres qui donnent accès à des caméras de sécurité, des trucs dans ce genre-là, pour voir d'autres éléments qui se passent un peu ailleurs, et je crois que le film sortira de la salle à un moment ou à un autre. Your guilt must fall below the 92% threshold, or you will be executed in precisely 90 minutes. Mais ça peut être intéressant, Bekmambetov il a une façon de réaliser qui est intéressante, mais qui est assez chargé d'effets spéciaux aussi, mais qui me semble plutôt pas mal. Donc on verra bien ce que ça vaut. Et le film qui m'étonne le plus pour ce début du mois de janvier, c'est le nouveau Sam Raimi. Un film de Sam Raimi qu'on envoie se casser la gueule en janvier. Bon alors c'est fin janvier, c'est le 28, alors c'est encore, ça peut encore être sauvé quoi à ce moment-là. Mais ça s'appelle, ironiquement, Send Help. C'est avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Donc Rachel McAdams qui joue la copine de Doctor Strange dans Doctor Strange, et Dylan O'Brien il jouait dans la saga Labyrinthe. Il joue, lui, le patron de Rachel McAdams, qui est un peu un salaud, évidemment. I just don't think you got it. As an executive, I see no value in you. Does that make sense? I'm sorry, what? Et ils doivent se rendre tous les deux quelque part pour un voyage d'affaires, et leur avion se crash, ils tombent sur une île déserte, et lui se fait grièvement blesser, je crois qu'il se pète une jambe ou quelque chose dans le genre, et donc elle va devoir s'occuper de son connard de boss. Et elle va clairement péter un petit peu un câble, et notamment comme elle va obtenir le pouvoir maintenant, elle va forcément prendre un peu de courage, et j'ai l'impression que l'idée qui me semble intéressante, c'est de tenter de faire de l'horreur sous les tropiques en fait. Et donc ce serait le défi de Sam Raimi, c'est est-ce que je peux essayer de faire de l'horreur en plein jour, mais vraiment en plein jour quoi. I'm a much nicer boss than you ever would have been. Except for maybe this part.
Ça peut être intéressant, le défi me paraît vachement sympa. Je vois que certaines personnes sont très peu motivées par le film, je comprends pas pourquoi et comment, parce que franchement ça a l'air cool. Donc ça c'est un des films que je regarderai bien, en tout cas quand il va sortir. Passons au mois de février, le 4, nous avons une suite au Marsupilami. Sauf que celle-ci est réalisée par Philippe Lachaud, et Philippe Lachaud c'est un réalisateur dans lequel j'ai plutôt confiance parce que à chaque fois qu'il a fait un projet, j'ai toujours trouvé que ça marchait super bien et du feu de Dieu. C'est un des rares mecs qui a de l'ambition, qui essaie de faire quelque chose qui a de la gueule et qui est assez divertissant aussi, et qui a les moyens de le faire puisque ses films marchent à chaque fois qu'ils sortent. Alors peut-être qu'il peut réussir à faire quelque chose du Marsupilami, on verra bien. Apparemment il y a Jamel Debbouze qui vient pour reprendre son rôle parce qu'il était déjà dans le premier film qui avait été fait il me semble. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Et donc voilà, on a une suite de ce film-là qui va sortir, donc si ça vous branche. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? On a un film de Valérie Donzelli, qui est une réalisatrice assez reconnue, française, qui avait fait notamment La guerre est déclarée, et qui avait fait l'excellent L'amour et les forêts. Elle vient avec un film qui s'appelle À pied d'œuvre, qui est sur un artiste, un auteur de livres, et le résumé est assez intéressant, c'est du style c'est pas parce que on a du succès qu'on est aimé, c'est pas parce qu'on est aimé qu'on est reconnu, c'est pas parce qu'on est reconnu qu'on est machin, etc. Un journaliste littéraire m'a dit « Vous irez loin ». Je suis allé jusqu'à la rue Pigalle, au 6e étage d'un immeuble en travaux. C'est ainsi, par un chantier peu payé, auquel rien ne m'avait préparé, que j'ai changé de vie. Ça peut être plutôt pas mal à vérifier. Il y a un petit thriller qui a l'air sympathique et ambitieux qui s'appelle N121 Bus de nuit. C'est un thriller en huis clos dans un bus dans lequel il y a clairement tout un tas de sales choses qui vont se passer, notamment quelqu'un qui rentre avec une arme à feu, il me semble. Ça peut être intéressant, le défi du décor restreint peut être vachement sympa, mobile en plus, donc malgré le fait que ce soit en huis clos, le décor va défiler derrière, ça va donner un petit peu une sensation d'ouverture. Ça peut être plutôt pas mal. Mais celui que je vais absolument regarder le 4 février, c'est Return to Silent Hill, ou Retour à Silent Hill en français. Cela dit, j'ai eu des échos de la part de certaines personnes, et je dois vous dire que mes attentes ont grandement baissé. Parce que, je vais pas rentrer dans le détail, on va juste dire que la production s'est pas très bien passée. Les personnes qui ont travaillé sur le film ont fait leur maximum pour sortir les meilleurs résultats avec les conditions qu'ils avaient, mais quand tu vois ne serait-ce que la gueule des effets spéciaux dans la bande-annonce, tu te dis ça a pas l'air ouf. Et alors notamment ils ont sorti une deuxième bande-annonce là, les effets spéciaux ont l'air un tout petit peu meilleurs que ce qu'on a vu avant, l'étalonnage aussi a l'air un tout petit peu meilleur, mais alors j'ai pas compris pourquoi la bande-annonce entière est axée sur le mystère de ce qui s'est passé à Silent Hill. Everyone got sick in Silent Hill. Something's happened here. Something really, really bad. Qui est pas du tout l'histoire de Silent Hill 2, qui est le jeu qu'adapte sur Return to Silent Hill, quoi. Et notamment, si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé à Silent Hill, bah, il y a le premier Silent Hill de Christophe Gans, qui était sorti en 2006, 9, un truc dans ce genre-là, et qui expliquait justement les origines du culte et de la malédiction sur la ville, etc., etc. Donc c'est pas pour en reparler dans la suite. Enfin, je pense pas que le film tourne autour de ça, quoi. Faudrait que je repose la question encore, mais enfin, en principe, il a vraiment essayé d'adapter l'histoire de Silent Hill 2, et l'histoire de Silent Hill 2, elle tourne absolument pas autour de qu'est-ce qui s'est passé à Silent Hill, quoi. Donc c'est bizarre. Cela dit, peut-être un peu, parce qu'il y a des images, effectivement, d'illustrations du Silent Hill d'avant, etc., mais pour moi, c'est plus confronter les souvenirs du mec à ce qu'est le Silent Hill qu'il découvre là. Mais ouais, enfin, ça fait très cheap. Ça fait très très cheap. Non sans raison. Et il va falloir être indulgent, je crois. Notamment avec les effets spéciaux. La mise en scène, après, on va voir, en principe, c'est du Christophe Gans. Normalement, ça marche bien, mais avec des mauvais effets spéciaux, dans un film qui dépend autant des effets spéciaux, ça sent mauvais. Ça sent aussi mauvais que les chiottes dans lesquelles James fout son bras dans les jeux. Ensuite, le 11 février, nous avons Hurlevent. Emerald Fennell débarque encore une fois pour essayer de nous dire que oui, elle méritait son Oscar alors qu'elle l'a jamais mérité. Parce que moi je suis désolé, mais Promising Young Woman, c'était un film qui n'allait pas du tout au bout de ses promesses et qui était assez mauvais. Au final, en soi, le film tenait bien, mais la fin était tellement nulle que bon, bref. Et donc là, elle revient avec une adaptation des Hauts de Hurlevent, un roman de Emily Brontë, il me semble. Et moi déjà, mon gros problème, c'est le casting.
Parce que le Jacob Elordi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce mec. C'est vraiment un délit de sale gueule. Je suis navré pour lui. Il est peut-être très gentil et très sympathique, mais à chaque fois que je vois sa tête, j'ai envie de lui mettre des baffes et je le trouve débile. Et là, en plus, avec sa perruque de cheveux longs pour faire le Heathcliff, ça lui va pas du tout. Et pareil, le casting de Margot Robbie dans le rôle de... je sais plus comment s'appelle l'héroïne des Hauts du Hurlevent. Il y a un truc qui va pas. Il y a déjà une différence d'âge assez énorme entre elle et Jacob Elordi. Il me semble pas que ce soit à la base dans le roman. J'ai pas l'impression que ce soit traité non plus quand on voit la bande-annonce. Donc déjà au niveau du casting, ça a pas l'air ouf. Après, il faudra voir comment va être l'adaptation. J'ai remarqué qu'il y avait au moins quelques plans assez jolis, esthétisés. J'ai l'impression qu'il y a des séquences de rêve. Mais du coup, j'ai la sensation que ça va pas être présent dans une trop grosse partie du film. Ça sera vraiment des séquences précises. Donc je m'attends un peu à un nouveau truc pas terrible du genre Saltburn. Donc on verra bien. Ça a l'air un peu meilleur que Saltburn, cela dit, mais le projet m'a l'air très bancal, honnêtement. Le même jour, nous avons un film coréen de Park Chan-wook qui a réalisé Old Boy, donc quelqu'un d'assez reconnu, et il sort un film qui s'appelle Aucun autre choix, sur un homme qui perd son travail et qui doit du coup en trouver un nouveau, et pour réussir à trouver un nouveau travail, il se met en tête de buter tous ses concurrents au nouveau job. Ça me dit quelque chose, c'est pas un remake d'un film peut-être même français, un truc dans ce genre-là, c'est un scénario qui me dit quelque chose, mais en tout cas la bande-annonce a l'air d'envoyer du bois, et le film peut être vraiment très très sympa. 면접 잘 봤어? Moi, en ce qui me concerne, je suis pas un énorme fan de Old Boy, mais j'avais beaucoup aimé Mademoiselle qu'il avait réalisé ensuite, et du coup, je suis assez intrigué par le projet, et je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Et le même jour, nous aurons LOL 2.0, la suite de LOL, et je n'ai qu'une chose à dire, MDR. Cela dit, c'était vraiment un film générationnel, moi je l'ai pas vu parce que c'était pas ma génération déjà à la base, mais apparemment il y a beaucoup de jeunes de l'époque qui l'ont vu, et je crois que ça les a beaucoup marqués plutôt en bien. Donc c'est possible qu'il y ait assez de gens assez nostalgiques du premier film pour que le deuxième film marche bien en salle. En ce qui me concerne, cela dit, bof. Tout autant que l'un des films qui sortira le 18 février, Marty Supreme. C'est le film qui essaye de mettre en avant Timothée Chalamet en tant que grand acteur, notamment de films d'auteur et de drames et trucs dans ce genre-là. Est-ce que vraiment Timothée Chalamet est assez populaire pour intéresser les gens à du ping-pong ? Je ne suis pas sûr. Même si on mélange le ping-pong avec des mafieux, cela dit, c'est vrai que les mafieux ça attire toujours un petit peu, mais de base, voir Chalamet jouer un joueur de ping-pong ultra prétentieux et qui roule des mécaniques... How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Tiens, le film s'appelle Marty Supreme, tu fais... Putain, mais le melon pour un joueur de ping-pong, quoi, sérieusement. Pour un pongiste. J'ai rien contre les pongistes, hein, il y a des gens très bien, mais franchement, c'est... J'attends de voir. Est-ce que Timothée Chalamet peut assez attirer de gens en salle pour faire un succès à un film qui parle d'un joueur de ping-pong ? On verra bien, mais moi j'y crois pas du tout. La même semaine, on a un film qui s'appelle Cold Storage, qui met en scène Joe Keery, qui est donc un des acteurs qui joue dans Stranger Things, vous savez, c'est celui avec sa grosse touffe de cheveux là. Et il y a également Liam Neeson au casting, et grosso modo, le film c'est une réadaptation de The Last of Us. Il y a en gros un champignon pathogène, mutant, bizarre, fait en laboratoire, qui était enfermé sous une ancienne base militaire qui a depuis été réaffectée, qui est devenue autre chose. Le truc finit par sortir et ça contamine un peu tout le monde. Et le film a l'air d'être assez délirant, c'est par les producteurs de Zombieland, donc ça peut être un petit peu dans le même genre. De ce que je vois dans la bande-annonce, ça a l'air plutôt pas mal et fun. That's not natural. Peut-être que ça peut attirer plus de monde que Marty Supreme sur un joueur de ping-pong, on verra bien. Et ce même jour, il y a un film qui fait un tout petit peu parler de lui en ce moment, qui s'appelle The Case of the Spider-Woman, qui est une comédie musicale écrite par le mec qui a fait Chicago et réalisée par Bill Condon de Twilight 4 et 5, de La Belle et la Bête aussi par exemple, mais aussi de quelques autres films qui étaient un peu plus réussis. Et ça met notamment en scène Jennifer Lopez, qui est une sorte d'actrice mythique, mystifiée par un prisonnier qui... donc c'est un prisonnier homosexuel, il est dans une cellule avec un prisonnier politique, qui est joué par Diego Luna, le prisonnier politique, et ils se racontent des histoires les uns les autres, et lui notamment il parle de sa passion pour cette nana, et donc ça fait des scènes de rêve où il se projette sur un truc notamment, qui visuellement a l'air plutôt intéressante et plutôt sympathique.
ça peut être intéressant, ça peut faire un petit succès. Et enfin, le 25 février, nous avons Scream 7, donc Scream 7, sans Jenna Ortega, mais avec le retour de Neve Campbell, l'héroïne principale de la saga, qui, à mon avis, s'est fait, a négocié son contrat et a su se faire désirer. Parce qu'à la base, elle avait dit qu'elle reviendrait pas, c'est pour ça que Jenna Ortega avait un peu pris la relève dans le 6, et là, du coup, comme Jenna Ortega a dit qu'elle voulait pas participer au film à cause de je ne sais plus quoi, il y avait un truc par rapport au conflit israélo-palestinien, du coup, elle veut pas revenir dedans, et donc Neve Campbell, elle, est revenue. Donc la saga retrouve son héroïne principale, et on va voir si ça fait mieux marcher le film ou pas. If you hurt her, I'm not going to hurt her until you're here to see it. let's unmask this fucker. Moi, je vous dis, la saga Scream, malgré tout le discours méta sur le cinéma, etc., c'est jamais des films, une saga qui m'a particulièrement marqué et dont je suis particulièrement fan. Je trouve malgré tout ça assez basique, peut-être aussi que je m'attache pas beaucoup aux personnages. Voilà, je sais pas quel est mon souci avec Scream, mais en tout cas, ça m'a jamais vraiment marché. C'est vrai que j'ai jamais été un gros fan de slasher non plus, à moins que ça aille vraiment très loin dans le côté absurde, grotesque et délirant, un peu comme un Jason X. Scream, c'est encore un peu trop sérieux, je trouve, à mon sens. Mais bon, on verra bien. Passons au mois de mars. Le 4 mars, nous avons... Alors, ils ont appelé ça Jumpers en français, alors que ça s'appelle Hoppers en version originale. Traduire de l'anglais par de l'anglais, c'est complètement con. On appelle ça les sauteurs, par exemple. C'est un des nouveaux films d'animation de Disney, et c'est grosso modo Avatar avec des castors. C'est une jeune fille qui est passionnée par la nature, et on a développé un castor... robotique dans lequel elle peut projeter sa conscience et donc du coup elle peut se promener dans la nature et parler avec les animaux, etc. Et il va y avoir toute une histoire autour du truc. J'ai regardé la bande-annonce de ce film quand elle est sortie. J'ai eu vous savez la tête du lapin dans La vie secrète des animaux, qui est devenu un mime, c'est le... Comme ça pendant toute la bande-annonce que j'ai... C'est quoi ce concept? C'est quoi ce délire? Vous allez vraiment faire une histoire intéressante avec ça? Je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée, donc on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, nous avons un des films qui était prévu pour 2025, mais qui a été décalé à cette année 2026. Nous aurons The Bride, l'adaptation de La fiancée de Frankenstein par Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake Gyllenhaal, qui réunit Jessie Buckley dans le rôle de la fiancée et Christian Bale dans le rôle de Frankenstein, qui est dans son mode chuchoteur et gros dur. Donc c'est les trois quarts des répliques sont comme ça, et puis d'un seul coup, Batman. Je vous l'ai toujours dit, Christian Bale, il a 3 registres, et là, il en utilise donc 2 des 3. Et en fait, maintenant qu'on a vu des images de la bande-annonce, c'est un peu un petit côté Bonnie and Clyde. Mais il y a un côté visuellement extrêmement sympathique et très recherché, donc je vous dis, le film m'intéresse toujours pour l'instant. On verra ce que ça vaut quand ce sera sorti, mais c'est un film qui m'intéresse plutôt pas mal dans l'année qui vient. La même semaine, nous aurons, et alors celui-là j'en parle uniquement pour ma fan québécoise Lisanne, à qui je refais un coucou, c'est quelqu'un avec qui je parle énormément et j'échange beaucoup, et elle m'a beaucoup recommandé ce film-là, et d'habitude les films québécois ils sortent pas chez nous, mais celui-là il sort, ça s'appelle Deux femmes et quelques hommes, mais c'est une adaptation du titre qui s'appelle en vérité au Québec Deux femmes en or, et alors, traduire un titre anglais par un autre mot anglais, déjà c'est débile, mais alors traduire un titre français par un autre titre français, les distributeurs français sont des gros débiles, mais vraiment quoi, décision conne sur décision conne, je ne comprendrai jamais la distribution française. Mais le film peut être plutôt pas mal, ça parle de 2 femmes, l'une qui vient d'avoir un enfant et qui est complètement sur les nerfs, et l'autre qui, elle, par contre, est totalement amorphe et ne ressent plus rien, et chacune va du coup confronter son point de vue sur la vie, elles vont avoir des petites aventures un peu rocambolesques. Voulez-vous que je fasse couler de l'eau pour que vous voyez où ça coule? Non. Parce que je pourrais juste... Juste un petit peu. Voulez-vous que j'arrête? Ah non. Le film a l'air assez fun, très vivant, et très humain et très sympathique, donc voilà, on va essayer de voir, peut-être que ça peut valoir quelque chose. Le 11 mars, il y a le premier film réalisé et écrit, je crois, par Jérémy Ferrari, ça s'appelle Les Cadors. Je peux essayer de vous résumer l'histoire, mais c'est un bordel. Grosso modo, il y a un gamin dont la mère lui a raconté qu'il était le descendant de Kadhafi, et il décide de se rendre en Libye pour essayer de trouver le trésor de Kadhafi qui estime qu'il lui reviendrait. Je sais pas quel délire il est en train de se taper du coup avec cette histoire-là. Pour l'instant, on sait même pas à quoi ressemble vraiment le film, parce qu'il n'y a pas de bande-annonce ni rien. Mais alors, dans le genre gros délire, c'est vraiment du gros délire. Ça peut être intéressant, on verra bien, quoi. Il est plutôt drôle, Jérémy Ferrari, en général. Donc je vous avoue que je suis assez intéressé pour voir ce que ça pourrait donner.
Le 18, nous avons le projet Dernière Chance, qui s'appelle en version originale Project Hail Mary, qui est effectivement compliqué à traduire comme expression, mais Hail Mary, c'est en gros Dieu aide-moi, quoi, un truc dans ce genre-là. C'est un film de Phil Lord et Chris Miller, donc les mecs qui ont fait le film Lego notamment, qui ont fait le Spider-Verse, et qui donc là débarquent avec un film avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Et grosso modo, c'est un mélange du film Premier Contact et du film Seul sur Mars. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec le soleil qui est en train de mourir. On envoie ce mec, Ryan Gosling, qui est un des scientifiques les plus reconnus dans son milieu, qui est nécessaire pour cette mission, tout seul dans l'espace, et il tombe sur le vaisseau d'un autre extraterrestre, qui est une petite bébête en rocher. Et manifestement, il est là pour le même problème, et ils vont essayer de s'aider tous les deux pour trouver une solution pour sauver donc notre soleil et d'autres étoiles a priori dans l'univers, notamment celle de ce petit alien. Le concept est très barré, mais j'arrive pas à comprendre quelle histoire tu peux raconter à partir de ça, en fait. Le prémisse est assez farfelu, mais est-ce que tu peux tenir un film entier avec ce prémisse-là et faire quelque chose d'intéressant et de prenant? Parce que ce serait plus un délire pour un court-métrage en ce genre-là, mais pour un long-métrage, ça me paraît particulier, notamment pour Lord et Miller qui aime bien improviser, faire des trucs un peu à la con. C'est très bizarre comme projet venant de leur part, mais du coup c'est à tester parce que c'est un des rares films originaux qui n'est pas adapté de quelque chose, qui peut être plutôt intéressant dans les prochaines, quoi, et qui a un bon budget. Am I expendable? Hold on, you have to talk about it? The consensus here is that it would be preferable if you did not die. Donc ce serait cool si c'était bien, quoi. Et le 25 mars, nous avons un nouveau film de Ridley Scott, qui s'appelle The Dog Stars, qui est avec Jacob Elordi, à nouveau, il a le vent en poupe en ce moment. Et en fait, ça se passe aux États-Unis après une pandémie qui a détruit une bonne partie de l'humanité, et le personnage de Jacob Elordi capte une transmission qui lui fait croire qu'il y a peut-être un endroit dans le monde où on peut encore vivre une vie correcte et meilleure en tout cas. Et donc il va essayer de trouver ce dernier paradis sur Terre, a priori, quoi. Donc sans doute un petit road movie ou un truc dans ce genre-là. On sait pas trop à quoi ce film va ressembler pour l'instant, mais bon, voilà. Ridley Scott, c'est... vous savez, la plupart des réalisateurs, c'est on en fait un pour eux et un pour moi, c'est un pour les studios et un pour moi. Ridley Scott, c'est plutôt on fait une merde, un film bien, une merde, un film bien, une merde, un film bien. Peut-être que celui-ci, ce sera un film bien, parce qu'il me semble que le dernier qu'il a fait, c'était plutôt de la merde. Donc bon, on verra bien. En avril, alors il y a notamment Super Mario Galaxy, parce que celui-là il se passe un peu de présentation, le premier film était effectivement plutôt cool, et on verra ce que va donner le nouveau film. En revanche, il y en a un que je viens de voir là, mais la même semaine, il y a un film qui s'appelle Pillon, qui est clairement un jeu de mots sur papillon, et c'est une romance SM avec des bikers gays. What? C'est avec l'un des Skarsgård, lequel Alex Skarsgård, qui joue donc une sorte de biker assez viril, assez machin, et qui est plutôt adepte du SM, et qui décide de choisir comme soumis un jeune homme joué par Harry Melling, qui jouait Dudley Dursley dans Harry Potter. Ça a l'air extrêmement étrange, extrêmement barré, et évidemment parce que c'est produit par A24. A24 qui commence à devenir la parodie d'eux-mêmes. Déjà, ils essayent de faire des films AAA maintenant, et à chaque fois, ils sont obligés un peu de mentir sur le truc pour que ça marche, notamment avec cette grosse merde de Civil War. Là, pour le coup, c'est dans le style classique de A24, c'est-à-dire on va faire un film complètement délirant, parce que... Et les gens aiment bien les films complètement délirants qu'on fait, ça leur donne l'impression d'être très cinéphile ou un truc dans ce genre-là. Il y avait un truc avec une licorne, où ils sniffaient la corne de la licorne, ou je sais pas trop quoi, enfin bon bref. Ils aiment bien faire des trucs très délirants, et là pour le coup, c'est qu'effectivement tu vois le résumé, tu fais « Quoi ? Pardon ? Qui a eu l'idée de faire un film là-dessus ? Probablement un biker SM homosexuel, parce que je vois pas trop qui d'autre pourrait avoir l'idée. Donc voilà, honnêtement ça sort le 1er avril, et ça sonne comme une blague de 1er avril, hein, parce que tu regardes le truc, tu fais « Ah bon ?» Donc on verra bien ce que ça peut valoir. Ensuite, le 15 avril, nous avons un film qui s'appelle La Corde au cou ou Dead Man's Wire. C'est adapté d'une histoire vraie sur un homme qui a pris en otage un membre d'une entreprise quelconque pour obtenir des réparations et ou des excuses par rapport à quelque chose qu'il a subi à une époque. I'm not gonna admit guilt to something I didn't do. Just apologize for what you did, just apologize. No, Tony, no. Le film peut être intéressant parce qu'il est réalisé par Gus Van Sant, réalisateur assez respecté et culte, qui a notamment fait Jerry, Elephant, le film sur Milk, Harvey Milk. Donc c'est un très bon réalisateur, et le concept du film est plutôt intéressant, ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal. Nous avons également le 15,
Lee Cronin's The Mummy. Donc c'est une nouvelle adaptation de La Momie, basée apparemment sur le film des années 30, l'original, réalisé par Lee Cronin, qui est quand même un peu personne. Le mec, il a réalisé un film qui est vraiment connu, c'était le dernier Evil Dead Rise. Est-ce que ça vaut de pouvoir mettre son nom derrière le titre de La Momie, etc. Je suis pas sûr quand même. Après, faut voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, il y a très peu d'infos sur le film, donc je peux pas trop savoir. Mais ça fait partie des trucs à vérifier, à checker. Et le 15 avril, nous avons également, alors pareil, il y a très peu d'informations sur le film, mais juste avec le titre, je m'y intéresse. Ça s'appelle La Nièvre du samedi soir. Ça parle d'un mec qui va quelque part dans la Nièvre pour faire la fermeture d'une maison de retraite, je crois, un truc dans ce genre-là. Et apparemment, il vient empêtrer dans toute une histoire de surnaturel. C'est quand même un gros délire, et juste avec ce jeu de mots, je suis un fan de jeux de mots pourris, et donc La Nièvre du samedi soir, oui, je vais m'y intéresser, je vais essayer de le regarder à un moment ou à un autre. C'est un premier film, donc je sais pas ce que ça peut valoir, mais c'est vrai que juste avec ce titre-là, moi, je m'y intéresse. Et le 22 avril, nous aurons également Michael, qui est donc un des films qui devait à la base sortir en 2025 et qui sort finalement en 2026. C'est donc le fameux biopic sur Michael Jackson, qui va essayer de reproduire le succès de Bohemian Rhapsody. Et honnêtement, il a ses chances, parce que Michael Jackson, effectivement, c'est un mec qui a une aura encore au moins aussi importante que celle de Freddie Mercury, et qui a surtout une très bonne sélection de chansons, donc les gens aiment bien réentendre les chansons. Les gens étaient contents d'avoir un faux concert avec 5 chansons d'affilée, avec une mise en scène pourrie à la fin de Bohemian Rhapsody, donc effectivement, a priori, c'est surtout les chansons que les gens vont écouter. Le biopic contient un des membres de la famille de Michael Jackson, qui joue le rôle de Michael Jackson, et on sait qu'ils étaient notamment vachement investis au niveau du scénario, donc on sait pas à quel point ça va arrondir les angles sur les différentes polémiques qui entourent Michael Jackson, de sa couleur de peau à sa passion pour les jeunes enfants. Donc voilà, on sait pas trop à quel point ça va être pertinent ou pas comme film, mais ça a au moins des chances d'attirer le public avec les musiques de Michael Jackson qui sont toujours aussi bonnes. Q, can you lower the lights for me, please? Donc ça peut être intéressant et marcher. Et la semaine suivante, le 29, nous avons la suite de Le Diable s'habille en Prada, avec tout le casting original qui revient, plus d'autres acteurs, et ça fait du coup un casting, mais c'est incroyable, le casting 5 étoiles pour ce film, quoi, qui est quand même à la base juste une petite comédie en principe, Le Diable s'habille en Prada. T'as donc Meryl Streep et Anne Hathaway qui reviennent pour reprendre leur rôle, Stanley Tucci aussi qui revient, il me semble, du premier film, on a Emily Blunt qui se rajoute au casting, on a Kenneth Branagh, on a Lucy Liu, Justin Theroux, il a jamais réussi à percer, faire grand chose, mais c'est un nom qui est reconnu. Et je crois qu'il y a aussi, oui, il y a Lady Gaga aussi qui va être quelque part, probablement dans un caméo, un truc dans ce genre-là, quoi. Donc, le casting, quoi. On verra bien ce que ça vaudra. Ensuite, passons au mois de mai, nous aurons le deuxième Mortal Kombat. Alors apparemment, ça se rapprocherait plus du style des jeux, et personnellement, moi quand j'ai vu la bande-annonce, ça me donne pas du tout envie. Ça fait un peu gros nanar. Bon, alors après, Mortal Kombat, c'est quand même pas le truc le plus élevé et intellectuel du monde, mais j'aimais plus l'ambiance et le style du premier film. Là, le deuxième, ça m'attire beaucoup moins. C'est Johnny Cage, je crois, c'est ça, le personnage principal qu'on voit dans le truc. You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid. Qui est joué par Karl Urban, et... It's a fighting tournament. To the death. Fuck that. Je sais pas, ça m'attire pas en tout cas. Le 20 mai, nous aurons The Mandalorian and Grogu, donc une version cinématographique et filmique des aventures du Mandalorian et de Grogu, donc bébé Yoda, hein, parce que personne l'appelle Grogu, réalisé par Jon Favreau, qui a donc été à l'origine de la série The Mandalorian. Éventuellement, j'aurais pu être un petit peu enjoué si on était après la première saison du Mandalorian, après avoir vu dans quel bas-fond ils sont tombés avec la saison 3. Franchement, je suis pas très motivé, hein. Ça a l'air d'être merdique. J'ai même pas regardé la bande-annonce parce que ça m'intéresse pas à ce point-là. J'aime bien l'affiche, ils essaient de refaire une affiche en mode pulp, années 60 et tout. Il y a éventuellement ça qui peut avoir l'air intéressant, mais je m'attends absolument à rien, franchement. En juin, nous avons le 3 juin Animal Friends, qui était un des films prévus en 2025. On a un peu plus d'informations dessus, c'est un film qui mélange animation, animaux en animation et live action. Il y a un gros casting qui contient notamment Ryan Reynolds, mais on sait même pas qui fait des humains et qui fait des voix. Pour l'instant, le projet est très secret, donc on verra bien ce que ça vaut. Le 10, nous avons Scary Movie,
tout court, mais c'est Scary Movie 6, et c'est déjà donc une preuve d'une parodie intéressante, parce que il parodie du coup cette mode des reboots, remakes, suites, sequels, etc., qui décide, alors que c'est effectivement genre le 7e ou 8e opus du truc, de le nommer juste avec le nom du premier film tout court, quoi. Et tu fais, c'est débile. Évidemment que ça devient complètement incompréhensible et farfelu. Et c'était donc Scream notamment, je crois, qui avait renommé le 5 ou le 6 Scream tout court. Donc tu vois déjà que ça revient un petit peu à des parodies un peu plus pertinentes que ce qu'on avait eu avec certains des derniers opus de Scary Movie, qui n'étaient pas extraordinaires non plus quand même. Mais déjà du coup très content de voir revenir les frères Wayans pour faire le truc, et on verra bien ce que ça vaut. Et alors en principe, cette semaine-là, ou peut-être un peu plus tard, c'est pas encore très clair, ils avaient même pas encore le titre sur Allociné quand je suis allé vérifier le truc, il y a un nouveau film de Spielberg qui parle d'OVNI. Et on n'a pas vraiment plus d'informations que ça. Ça parle a priori du secret autour des ovnis. Je sais pas ce que ça peut valoir, mais si c'est Spielberg qui revient à de la science-fiction comme ça, je me dis bon, a priori ça peut être intéressant, quoi. Ça peut être un film qui peut être cool dans l'année, qui peut marquer. La semaine d'après, il y a Toy Story 5 qui débarque, donc ce sont les jouets face aux tablettes. Il y a un premier trailer qui est arrivé. Moi, les Toy Story, j'ai jamais vu le 3, mais je crois que j'ai vu le 4. Évidemment, tout le monde va me dire, mais le 3 c'est le meilleur, etc. Je déteste Toy Story. J'ai jamais aimé cette licence, que ce soit le premier film d'animation ou la suite. J'en ai rien à foutre qu'il y ait Toy Story 5 qui sort, mais tant mieux si pour vous, ça peut paraître cool, quoi. La même semaine, je suis beaucoup plus intéressé par un film français qui s'appelle Jim Queen. Ça parle d'un mec plutôt bodybuildé et homosexuel qui attrape une nouvelle maladie qui est en train de se répandre, qui s'appelle l'hétéroïte ou un truc dans le genre là, ou un truc dans le genre. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose. Tu vas devenir hétérosexuel. Quoi ? Et comme il était assez reconnu, sans doute sur les réseaux sociaux et les trucs dans ce genre-là ou dans son entourage, beaucoup de gens finissent par s'éloigner de lui quand il devient hétéro, mais il y a juste un mec qui reste à essayer de l'accompagner, qui vient tout juste d'assumer son homosexualité et qui a clairement un crush sur lui. Ça peut être intéressant, ça peut être sympa, et notamment moi, ça m'intéresse évidemment puisque je suis gay, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a encore des gens qui ne le savent pas au bout de 13 ans de cette chaîne. Le 24 juin, nous aurons Supergirl, le deuxième film du DCU de James Gunn, qui est donc censé marquer l'essai par rapport au DCU et voir si vraiment cet univers marche bien et attire les gens. Et effectivement, ça le prouvera ou pas, parce que Supergirl, c'est jamais un personnage qui a énormément attiré les foules. Son propre film est un peu un nanar, faut l'avouer, mais j'ai toujours trouvé assez fun. J'aime bien le côté camp et les sorcières et les machins, alors évidemment ça m'a plu. Mais là du coup, cette nouvelle Supergirl qui respecte personne, qui est constamment bourrée, etc., qui est accompagnée par Jason Momoa, qui va grosso modo faire à peu près le même rôle, je suis pas sûr que ça marche des masses et que ça attire les gens, mais on verra bien. Il semble que ce soit une histoire assez réputée dans les comics, Woman of Tomorrow, qui parle de son traumatisme après la destruction de Krypton. On va bien voir du coup s'il y a vraiment des faux raccords par rapport à ce qu'elle aurait dû dire à Clark dans le premier film, par rapport à ses parents, mais voilà, moi je suis pas motivé, j'ai pas aimé Superman et ce nouveau DCU m'intéresse pas. C'est encore le début du montage, c'est réalisé par Craig Gillespie, qui a réalisé 2 films que j'ai énormément aimés, Moi, Tonya et Cruella. Donc on verra, si le film me plaît, ce sera quand même un petit exploit, quoi. Et puis alors un dernier truc sur ce mois de juin, j'ai pas vu de date de sortie française, mais en principe, dans ce mois-ci, il y a l'adaptation des Maîtres de l'Univers de He-Man qui devrait sortir, en principe, quelque part dans le mois de juin. Ça fait quelques années maintenant que le film a été annoncé, il y a toujours pas d'image, il y a toujours rien du tout, mais en principe, c'est celle-là qui doit sortir, donc on verra bien si ça sort ou pas. Nous arrivons au mois de juillet, et cette fois-ci, il va être bien chargé. On va commencer le mois de juillet avec Les Mignons 3. J'ai toujours détesté cette licence, donc passons. Le 8 juillet, nous avons le remake live action de Vaiana ou Moana en version originale. La plupart des gens sont d'ailleurs extrêmement perplexes face au projet parce que justement, quasiment tout dans la bande-annonce qui a déjà été diffusée est en image de synthèse, et donc quel intérêt de faire ça en live action si c'est pour tout faire en image de synthèse et tout animé au final. Le 15 juillet, nous avons ce putain de Nolan qui va débarquer. Je dis ça parce que le problème est à peine Nolan maintenant, c'est plutôt ses fanboys qui sont juste insupportables. Mais donc Nolan vient adapter l'Odyssée d'Homère, avec donc Tom Holland notamment dans le rôle de Télémaque, et Matt Damon. Moi je suis un peu perplexe, c'est quand même un récit de fantasy à la base, et c'est pas vraiment l'univers de Nolan non plus.
Mais bon, on verra bien. Au moins, il va a priori tourner beaucoup de choses directement face caméra, donc ce sera au moins ça de respectable. Il est en train de nous casser les couilles, là déjà avec ses nouvelles caméras IMAX, parce que maintenant ça y est, il peut réaliser des gros plans en IMAX. T'avais qu'à utiliser un téléobjectif, connard. Ils ont créé des caméras IMAX spécifiquement pour Nolan, qui peuvent enfin tourner silencieusement, parce que sinon le moteur avec la pellicule, ça fait un bruit monstrueux, et ça empêche de tourner des scènes de dialogue correctement, et c'est pour ça que c'est principalement réservé aux scènes d'action dans ces films habituellement. Donc voilà, on verra bien ce que ça vaut, mais personnellement, m'en branle. Le 22, nous avons un nouvel Evil Dead qui s'appelle Evil Dead Burn, et lui m'intéresse beaucoup parce qu'il est réalisé par Sébastien Vanissek, qui avait réalisé l'excellent Vermine fin 2023, je crois, ou fin 2024, qui était vraiment excellent, que j'ai acheté, qui fait partie de ma collection maintenant. Un des rares films récents que j'ai acheté en Blu-ray, parce que il n'y en a aucun que j'ai vu dernièrement qui m'a donné envie de l'acheter. J'avais aussi acheté Mars Express, qui avait aussi été très bon dans la même année, par un Français aussi. Et donc, il a été repéré par Hollywood, et il est parti faire son petit Evil Dead. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il va réussir son essai aux États-Unis, et s'il va pouvoir devenir, je sais pas, le nouvel Alexandre Aja, par exemple. C'est-à-dire, on le voit plus beaucoup, Alexandre Aja, il fait plus grand-chose maintenant. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour lui, et je suivrai avec attention. Bien que je sois pas fan de la licence Evil Dead à la base, mais j'avais bien aimé le Evil Dead Rise, j'avais trouvé qu'il était plutôt intéressant, il y avait de bonnes idées. Et enfin, nous terminerons le mois de juillet avec Spider-Man Brand New Day, donc le 4e film Spider-Man avec Tom Holland. Ce qui veut dire qu'à 2 semaines d'intervalle, on a 2 blockbusters avec Tom Holland qui vont s'affronter. C'est pas une très bonne idée de calendrier quand même. Je propose à Disney de déplacer ce Spider-Man un peu plus tard, notamment au mois d'août, parce que finalement il n'y a pas grand-chose en août. À mon avis, ce sera mieux à la fois pour l'Odyssée, le box-office de l'Odyssée, et aussi pour le box-office de Spider-Man, parce que je sais pas si Tom Holland peut tenir à avoir 2 films en face l'un de l'autre pendant l'été, quoi. Donc ce serait bien d'en réserver plutôt un pour le mois de juillet et un autre pour le mois d'août, laisser aux gens le temps de se reposer, de pas être en indigestion de Tom Holland. Mais bon, ça c'est leur problème, moi Tom Holland je m'en fous en tout cas, mais c'est plutôt pour les studios, c'est à eux de voir, mais je trouve que c'est un peu cavalier de sortir Spider-Man aussi proche de l'Odyssée. En août, j'en ai noté 3 qui pouvaient être potentiellement intéressants. Le 19, nous avons le nouvel Insidious qui s'appelle Thread, un Insidious Tale, qui devait sortir en 2025 aussi et qui a été repoussé à l'année prochaine. Il n'y a pas vraiment de détails sur le scénario. Le 26, il y a un remake de Cliffhanger, réalisé par Rom Colesera, qui avait réalisé Esther, qui avait réalisé 3 films d'action avec Liam Neeson. Il y avait Sans Identité, Non-Stop et The Passenger. Il avait réalisé le très bon Jungle Cruise, qui est une adaptation de l'attraction de Disney, avec The Rock et Emily Blunt, que j'avais trouvé très sympathique, mais moi qui suis pas fan de films d'aventure, je trouvais que c'était vraiment la quintessence du film d'aventure et que c'était très très bien foutu. Et il avait hélas réalisé juste après Black Adam, et ça a été un peu le gadin pour sa carrière. Donc j'espère pour lui que son Cliffhanger va un peu mieux marcher. Et puis nous avons un film ressuscité, mort-vivant, qui va sortir ce 26 également, c'est Coyote vs Acme, donc Coyote contre Acme. C'est le fameux film sur Will Coyote, donc de Bip Bip et Coyote, les Looney Tunes, qui mélange live action et animation, et qui montre le Coyote faire un procès à Acme pour tout les objets et tous les pièges qui sont toujours avec la licence Acme sur le côté et qui ne marchent jamais quand il essaye de choper Bip Bip. Ça peut être très drôle, c'est un film dont on a beaucoup parlé parce que c'était un des films que David Zaslav, le président de Warner, voulait vendre pour éviter de le sortir en salle et de mettre des frais en plus parce que Warner avait beaucoup de dettes à ce moment-là et c'est pour ça que Warner est en train d'être vendu. Et il avait donc subi un peu près le même sort que Bad Girl, le film Bad Girl aussi, qui était quasiment terminé et qui a jamais été sorti et qui a disparu. Ils ont même coupé l'accès au serveur, aux réalisateurs pour pas qu'ils puissent récupérer les bandes, etc. Coyote vs Acme, c'était vraiment, il était censé ne pas sortir. Et finalement, il y a un autre distributeur qui l'a racheté à Warner et qui a dit nous on veut bien le sortir. Donc voilà, on va voir si ça va marcher ou pas, quoi. Ce serait un peu la revanche pour ce film. En septembre, nous avons le 3e film du DC Universe, qui est le film Clayface, qui est, si je ne me trompe pas, un des ennemis de Batman. Très étrange, encore une fois, de faire un film sur un personnage comme ça. C'est vraiment une décision à la James Gunn. Tu fais, mais pourquoi tu sors ce personnage ? Parce que c'est un loser, évidemment. Un personnage dont tout le monde se fout, quoi. Je sais pas si le personnage dans le comics est un loser, mais c'est un personnage dont tout le monde se fout, donc ça fait loser. Alors c'est pas lui qui le réalise, hein, mais il produit ça, et le scénario vient de Mike Flanagan, qui est un excellent réalisateur et scénariste, généralement, plutôt habitué à l'horreur, mais qui a aussi fait The Life of Chuck cette année, qui était plutôt un très bon film. Un projet très étrange, faut voir si ça va marcher ou pas, mais ça donne pas vraiment envie, franchement. Le 16 avril, nous avons un nouveau 3e, et j'allais dire énième, mais c'est 3e reboot de la saga Resident Evil,
Ça n'est pas réalisé par le même mec qu'avant, c'est avec un casting entièrement différent, et à vrai dire, c'est même pas une adaptation d'un des jeux Resident Evil. Parce que le réalisateur a dit, je vais pas adapter l'histoire des jeux, vous connaissez l'histoire des jeux, il y a au moins 3 ou 4 versions avec les remakes en plus. Moi, je vais juste créer ma propre histoire dans l'univers de Resident Evil. Je dois dire, cela dit, qu'en ayant regardé entre l'acteur principal, qui a pas franchement une tête de vainqueur, le fait qu'il y ait dans les rôles secondaires Paul Walter Hauser, qui est habitué à jouer des losers généralement quand il est engagé dans un film, il est un peu typecasté là-dessus, ou Zach Cherry, qui, il me semble, est plus habitué à la comédie, mais c'est-à-dire, j'ai regardé un peu sa filmographie, il n'y en avait pas donc ça finalement dedans, mais c'est un personnage qui juste physiquement fait plus comique, Paul Walter Hauser aussi, en partie parce qu'ils sont gros, faut bien l'admettre, et du coup tu te dis que ces personnages-là dans un film de zombies, tu t'attends à les voir crever assez rapidement parce qu'ils n'ont pas de cardio, et c'est un gros qui vous dit ça. Donc, je sais pas ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec ce film-là. Il dit que ça s'inspire plus des jeux Resident Evil 2, 3 et 4. Peut-être, mais avec ce casting-là, je sais pas à quoi il faut s'attendre, honnêtement, je serre un peu les fesses, très franchement. À nouveau le du montage, avec tous les renseignements que j'avais pris, j'avais pas remarqué que c'est par le réalisateur de Barbare et Évanoui, ou Barbarian et Weapons, qui ont très bien marché et n'étaient pas mauvais, donc il y a quand même du potentiel pour un bon film, faut l'admettre. Le 23, nous avons le Fantôme de l'Opéra, cette fois-ci, enfin adapté par des Français, parce que généralement c'est plutôt des Américains qui font ça, il y a 3 ou 4 versions américaines je crois, ce genre. Il y a notamment une version qui a été faite par Brian De Palma, il me semble. Donc on verra bien, cela dit, c'est réalisé par le réalisateur qui avait fait les Grimoires d'Arcadias, je crois, qui était ce film fantastique avec Christian Clavier et des enfants, et qui a réalisé les 2 films Tamara, qui sont plutôt de la comédie. Et tu fais, ce mec-là, il réalise l'adaptation du Fantôme de l'Opéra ? Très étrange comme choix de réalisateur, on verra bien. Et quelque part, dans le mois de septembre, il n'y a pas de date officielle annoncée, mais en principe, aux États-Unis, il y a un film qui s'appelle, alors c'est son nom de production, pour l'instant c'est pas forcément comme ça que le film s'appellera à la fin, mais il y a un nouveau film de Alejandro González Iñárritu, qui s'appellera Judy. Donc Iñárritu, c'est celui qui avait réalisé The Revenant avec DiCaprio, qui avait réalisé Birdman avec Michael Keaton, et donc là il revient avec Tom Cruise dans le rôle principal, et c'est une comédie sur la fin du monde, grosso modo. Quand on résume ça comme ça me fait un peu penser à Don't Look Up. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le film, il n'y a pas d'image, pas de trailer, pas de quoi que ce soit, mais le projet est intriguant, donc à voir, ça peut être intéressant. Le mois d'octobre, le 7, nous avons La Légende de Aang, le dernier maître de l'air. C'est un des premiers films d'animation, il y en a 3 de prévus, qui prennent la suite de la série The Last Airbender, donc le dernier maître de l'air. On va suivre les personnages adultes qui affronteront un méchant qui sera joué par Dave Bautista. Il n'y a pas beaucoup d'informations, pas d'images non plus, donc on verra bien ce que ça vaut, si la franchise est toujours aussi populaire ou pas. Et nous aurons également le The Social Reckoning, qui est plus ou moins une suite de The Social Network de David Fincher, mais sans aucun membre du casting original et sans David Fincher, puisque c'est écrit et réalisé par Aaron Sorkin, qui est un bon réalisateur de films politiques et de thrillers politiques et trucs de ce genre-là, mais je sais pas si vraiment le film va intéresser les gens, mais c'est sur la chute de Facebook, là où The Social Network était sur l'ascension de Facebook. Là, c'est sur la chute, notamment avec les rapports d'enquête qui ont été faits sur qu'est-ce qu'ils font avec les données personnelles et tous les problèmes de sécurité, de vie privée, de trucs dans ce genre-là. Donc ça peut être intéressant, mais vu qu'il n'y a pas Fincher et toute l'équipe, je sais pas ce que ça peut valoir. Mais c'est vrai que Sorkin est un très bon réalisateur et scénariste, donc ça peut être intéressant malgré tout. Le 21, nous avons un nouveau film de Guillaume Canet qui s'appelle Karma, qu'il a tourné avec Marion Cotillard. Donc manifestement ils s'entendent bien malgré le fait qu'ils soient plus ensemble. Et c'est un thriller qui tourne autour de la disparition d'un enfant. Les détails sont assez vagues pour l'instant autour du film, mais c'est un des films qui est très attendu dans le cinéma français, donc on verra bien ce que ça peut valoir. Et il y aura également le 21 un nouveau film de M. Night Shyamalan qui s'appelle Remain. C'est avec Jake Gyllenhaal, qui est un ancien patient d'hôpital psychiatrique et qui, en sortant, apprend que sa famille peut communiquer avec les morts et voir des morts, ce qui rappelle donc un petit peu l'histoire de Sixième Sens. Est-ce qu'il essaye de nous faire un split, ou faire une suite à Sixième Sens sans dire que c'est une suite à Sixième Sens? Mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il l'a coécrit avec un auteur de roman, à succès généralement, ce qui est assez rare pour Shyamalan, qui généralement bosse plutôt tout seul. Donc il faut voir ce que ça peut donner, et ça peut peut-être se débarrasser de certains des trucs qui rendent les films de Shyamalan plus compliqués à avaler pour le grand public. Donc voilà, faut voir ce que ça peut donner. Le truc, c'est que notamment, il y a le film qui va sortir, et il y a aussi un bouquin
qui est tiré du film, qui sort en même temps. Un peu ce qui s'était passé pour 2001 l'Odyssée de l'espace, où il y avait à la fois le film de Kubrick et le bouquin de Arthur C. Clarke qui était sorti en même temps. Et puis le 28, il y aura un film qui s'appelle Moulin, qui est sur le Moulin Rouge, non je déconne, c'est sur Jean Moulin, qui sera interprété par Gilles Lelouch, et c'est notamment sur la période où il a été capturé par les nazis. Et en principe, quelque part dans ce mois d'octobre, nous aurons un nouveau film Street Fighter. Mais pareil, j'ai pas vu de date annoncée sur Allociné, notamment quand j'ai été vérifié. Je sais pas ce que ça peut valoir, le casting a pas l'air trop mal, mais surtout, il y a Jason Momoa en Blanca, et Balrog est joué par 50 Cent. J'ai envie de voir ce film. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Rien que pour le casting qui a l'air un peu délirant, je me dis bon, ça peut être intéressant. Le 11 novembre, nous avons Kaamelott 2 partie 2, puisque donc il est pas foutu de raconter une histoire en un seul film. Appelle-le 2 et 3, fait pas chier franchement. On verra bien ce que ça donne, mais apparemment beaucoup de gens n'ont pas aimé le deuxième volet partie 1 qui est sorti cette année. Donc faut espérer que le deuxième volet partie 2 apporte des réponses satisfaisantes à ce qui a été laissé en plan dans le partie 1. Moi je ne l'ai pas vu, puisque je vous ai dit je déteste Kaamelott, je me suis déjà forcé à voir le premier et j'ai pas vraiment apprécié. Il était sympathique mais j'ai pas vraiment apprécié et je n'ai jamais été fan de Kaamelott, donc j'irai pas plus voir celui-ci que le 2 partie 1, mais voilà, pour vous qui aimez bien, il y a ça. Il y a un film Ebenezer qui va sortir, qui est donc une nouvelle adaptation de Scrooge, le Noël de Scrooge, où cette fois-ci le personnage est interprété par Johnny Depp, qui fait donc son retour dans un film AAA, on va dire. On sait pas encore la gueule que ça va avoir, mais c'est un film qui pourrait, en tout cas, être assez marquant. Je ne sais même pas si c'est de l'animation ou du live action d'ailleurs, on verra bien. Et nous aurons également en France un film sur Robert Badinter, l'avocat homme politique qui est à l'origine de l'abolition de la peine de mort. Donc ça peut être un film historique intéressant pour nous Français. Le 25 novembre, nous avons un nouveau prequel de Hunger Games qui s'appelle Le lever de soleil sur la moisson. Je crois que c'est Sunrise on the Reaping en version originale. Il y a un teaser qui est déjà sorti et la question que je me pose c'est comment est-ce que ce film peut être un des plus chers de la saga avec la gueule qu'il a. Parce que autant les autres ça avait à peu près de la gueule, même la forêt dans laquelle ils étaient dans le premier film, ou l'arène avec la jungle et tout le bordel, là franchement c'est juste des gamins lâchés au milieu de la montagne. Il y a un petit côté Midsommar avec tout un tas de fleurs et de machins un peu partout, mais franchement ça a pas l'air de coûter des mille et des cents, et je comprends pas comment ça peut être un des plus gros budgets de la saga. Sans doute l'inflation, encore une fois. Ce qui est très marquant dans le film, c'est la transformation, la métamorphose, devrais-je dire, de Glenn Close, parce que moi je l'ai pas reconnu dans la bande-annonce. Il a fallu que je voie les articles disant c'est Glenn Close derrière tout ce maquillage et tout. Ça peut être intéressant, notamment juste pour cette performance à elle. Et la licence Hunger Games, c'est vraiment une des licences qui marche le mieux, encore une fois, c'est celui Ballad of Songbird and Snake qui était sorti récemment. C'était un excellent film, ça m'avait donné envie de revoir toute la saga d'avant. L'univers de Hunger Games est vraiment excellent et toujours très bien mis en image. Donc ça peut être potentiellement intéressant. Et en face, nous aurons un nouveau film d'animation Disney qui s'appelle Hexed, qui parle d'un jeune garçon et sa mère, et ça tourne autour de la magie ou un truc de genre là. Pour l'instant, les détails sont très très flous, il n'y a pas grand chose d'indiqué dessus. Donc on verra bien de quoi ça peut parler et qu'est-ce que ça peut donner d'intéressant ou pas. Et nous avons un mois de décembre bien chargé. On va commencer le 2 décembre avec Astérix et le Royaume de Nubie, qui est un nouvel opus animé d'Astérix, qui va sortir en salle cette fois-ci, parce qu'il me semble que le dernier était sorti sur Netflix. Le 9, nous avons une adaptation des Misérables par les Français, pour une fois, encore une fois. Je sais pas s'il y avait des tonnes d'adaptations par les Américains, mais c'est vrai que c'est rarement nous qui faisons des adaptations de ce truc-là. Donc un Misérable adapté par les Français, pour une fois, ça peut être sympathique. Le même jour, il y a Jumanji 3 qui va sortir, très peu de détails, mais c'est pas les scénarios qui volent le plus haut du monde, donc probablement qu'il n'y en a pas besoin. Le 16 décembre, il y a à nouveau un truc de sortie qui me semble assez absurde. Alors, je suis pas sûr que la date d'un des deux films reste là où elle est, parce qu'aux États-Unis, il sort une semaine après, donc probablement qu'ils vont plus les décaler. Malgré tout, au niveau du calendrier, c'est très cavalier à mon sens de sortir ces deux films aussi proches l'un de l'autre. En principe, actuellement, c'est annoncé comme ça en France. Le 16 décembre, on a à la fois Dune Messiah, donc Dune 3, et Avengers Doomsday qui sortent ensemble, la même semaine. C'est un peu une décision de merde de la part des studios. Là, pour le coup, c'est pas le distributeur français, à part si on le maintient le 16, le Dune 3. Aux États-Unis, Dune 3 sort le 25 décembre. Donc c'est déjà un petit peu mieux, mais encore sortir un Dune 3 le 25 décembre, vous avez pas peur hein, que ça se casse la gueule. Mais du coup, ouais, en principe, on a le nouvel Avengers et le nouvel opus de Dune, et en principe, dernier opus de Dune, il me semble pas qu'ils avaient prévu de faire les autres, qui vont sortir en même temps. J'ai très hâte
Alors les deux, j'ai hâte de voir si Avengers Doomsday va se casser la gueule ou pas, parce que si Avengers Doomsday se casse la gueule, ça signalera la fin de l'ère des films de comics. Si ce film-là n'arrive pas à attirer les gens en salle, c'est que c'est fini et que c'est mort les comics, comme les westerns dans leur temps ou les comédies musicales. Et Dune 3, j'ai très hâte de voir tous les gens qui étaient fans des 2 premiers films réagir au fait qu'on leur dise que Paul Atreides c'était un connard en fait au final, et qu'il aurait jamais dû faire ce qu'il a fait, alors que tout dans l'histoire nous dit que c'est bien de faire ce qu'il fait en fait au final. Il y a besoin effectivement de libérer les Fremen, il y a besoin de faire tomber cet empire despotique, et du coup comment est-ce que les gens vont réagir quand on va leur dire bah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je suis pas sûr que tout le monde apprécie. Le 23 décembre, Angry Birds 3. Alors moi je les aime bien les films Angry Birds, mais déjà Angry Birds tout le monde s'en fout maintenant. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se souviennent seulement que c'était une app et un jeu sur mobile à une époque? Le Angry Birds 2 il était quand même déjà sorti il y a quelques années, donc faut aussi prendre ça en compte. Et puis on sort ça le 23 décembre ou le 25 décembre, en face d'Avengers et Dune 3. Bon, il part un peu à l'échafaud le film, hein, mais on verra bien ce que ça peut donner. Encore le du montage, j'avais pas vu l'affiche avant de tourner, et comme vous pouvez le voir, il semble plutôt prévu pour début 2027. Ça doit être une vieille information qui était sur le site de Allociné. Et le 30 décembre, en principe, alors a priori c'est pour le faire mourir le film, et ça doit pas être terrible, parce que sortir ça le 30 décembre c'est quand même dingue, il y aura en principe un Werewolf, avec un U, et non pas un O comme Werewolf, réalisé par Robert Eggers, qui est donc le réalisateur de The Witch, The Lighthouse. Il avait réalisé The Northman juste après, qui à mon sens était très cool et divertissant, mais qui avait pas vraiment compté son public, et il avait fait Nosferatu récemment, et donc là il revient à un autre monstre de légende du cinéma, Werewolf. On verra bien ce que ça va donner. Et dernière intervention du montage, pour l'instant on n'a pas de date, mais en principe cette année, il y a le grand retour de Xavier Dolan, quelques mois seulement, après avoir annoncé qu'il partait à la retraite, soi-disant. Il vient faire un film d'horreur en France qui se passerait en 1880. Donc un film d'horreur historique en France par Xavier Dolan. Je vous avoue que je suis très intrigué et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, il y a ça aussi à attendre dans l'année, mais pour l'instant on sait absolument pas quand est-ce qu'il va sortir. Et bien voilà, pour ce résumé de l'année écoulée, pour ce qu'il y a à attendre de l'année prochaine, j'espère que tout ça vous aura plu. Et qu'on est donc bien parti pour ces vidéos de fin d'année. Je vous retrouve prochainement pour la vidéo sur les séries, on va commencer par ça, avec le rattrapage top et flop des séries, et ensuite nous aurons toute la série habituelle de vidéos, et peut-être une petite vidéo bonus si j'ai vraiment le temps et si je suis bien à jour dans mes vidéos, parce que tout ça c'est chargé quand même cette fin d'année, avec ces vidéos de fin d'année, qui sont généralement assez longues. Là je viens d'enregistrer 2 heures de vidéo, donc il va y avoir du montage. J'espère que tout ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!